On est live? Yes. Super. Marcelin, bon matin. Bon matin, Dan. Ça va? Ben, ça va super bien, toi? Oui, ça va bien. On est un peu dépendant de ça, hein? Ouais, là, on l'a tourné comme ça. Dur, hein? On l'a mis en mode avion. Ouais. C'est dur de se débarrasser de ça. Tu as un 10? Oui. Ouais. Ben, c'est notre outil de travail, hein? Alors, je me dis, c'est un investissement. Hein? On l'a toujours avec nous. Au lieu d'acheter un autre, que ce soit un laptop ou un MacBook. Ça fait le travail. C'est pas mal tous les arguments que j'utilise quand je veux vendre l'idée à ma femme de changer mon iPhone. C'est ça qu'on disait tantôt, les iPads, là, ils ont changé, ils filent dernièrement, c'est capoté eux autres. Hein? Aussitôt qu'ils changent un modèle, il y a de quoi qui change, puis là, rembarque-toi dans la dépense. Avant Noël, c'est surtout le moment de le faire. Là. Content que tu sois là aujourd'hui. Et merci de l'invitation. Via Seb. Je pense que la femme à Seb s'entraînait ou elle s'entraîne encore. Oui, Claudine. Claudine, elle est ceinture noire karaté sportif. Ouais. Ses enfants aussi. Mathis, qui est un super athlète. Puis c'est inspirant parce que dans le fond, lui, de fil en aiguille, là, il a atteint la ceinture noire. Il a fait des compétitions. C'était un bon combattant, un bon performant dans les katas. Puis là, maintenant, c'est un athlète, un triathlète. Il fait du vélo, du ski de fond. Bref, les saines habitudes de vie. Oui, ça, c'est clair. Je suis allé, il y a 2 semaines, je suis descendu dans la chambre à Mathis. OK. Parce qu'il fallait passer par là. Puis quand je suis rentré dans la chambre, j'ai vu, il doit y avoir à peu près 200 médailles d'accrochées partout dans sa chambre. Là, c'est vraiment du monde compétitif. Puis ça fait un bout que Sébastien, il me dit, il faut que tu rencontres Marcelin. C'est des gens, toute la famille, à quelque part, là, vous êtes du monde super impliqué dans la collectivité. Puis c'est pas juste la business, là. C'est la famille, c'est le temps que vous donnez dans la collectivité. Puis récemment, entre autres, hier puis hier matin, puis là, j'ai pas eu le temps de passer à travers tous tes livres. Habituellement, je fais ça, mais là, c'est arrivé dans mes mains à la dernière minute. Je regardais dans quoi vous êtes impliqué, qu'est-ce que vous faites dans la collectivité, puis je m'y suis quasiment perdu. Honnêtement, vous faites beaucoup de choses. Mais on essaie quand tu es en santé, la vie a été généreuse avec toi, on a bâti un beau programme, puis tu sais, d'être des leaders, pour nous, c'est important. Il faut donner l'exemple, il faut redonner, il faut prêcher par l'exemple, tout simplement. Tu sais, autant que sur toutes les sphères, peu importe où ce qu'on enseigne, les programmes dans les écoles primaires, secondaires, ou peu importe, bien, c'est d'être capable, ce qu'on demande à nos gens, autant les franchisés, les directeurs, peu importe, c'est de donner l'exemple, tout simplement. Tu sais, on ne demandera pas à des gens des choses que nous-mêmes, on ne fait pas ou on n'est pas capable de faire. Alors, puis d'être capable d'inspirer d'autres personnes à reprendre le flambeau aussi, à continuer ce qu'on a entamé il y a quand même un bon bout de temps. Tu sais, on a commencé en 92. Mm-hmm. Puis tu sais, à l'époque, on était étudiant à l'université. Tu sais, quand tu dis, je veux faire quelque chose de ma vie. Tu as étudié dans quel domaine? En éducation physique. OK. Moi et mon frère Martin Giroux aussi est allé en éducation physique. Puis mon partenaire Carl, dans le groupe karaté sportif, il étudie en admin, en administration. OK. Mais c'est ça, l'université nous a permis aussi de s'ouvrir sur le monde. Puis on a toujours été curieux, mais dans le fond, d'apprendre le corps humain, comment ça fonctionne, puis de développer nos programmes parallèles. Vous êtes, juste pour les gens, pour le monde qui regarde l'émission, qui connaissent rien dans les sports de combat ou qui connaissent peut-être même rien dans le sport en général, là, vous êtes, toi et ton frère, puis je pense que tu as un autre partenaire là-dedans, vous êtes comme propriétaire d'une franchise à quelque part de karaté. Ben, ouais, vous êtes le franchiseur dans le fond. Là. C'est ça. Donc en 92, mon frère Martin Quentin, lui, a parti la première école de karaté sportif. Moi, à l'époque, j'étais étudiant. J'ai parti parallèlement à ça un cours qui s'appelle À sa défense, un cours de prévention d'agression pour les enfants et les ados et les femmes. Mais c'est vraiment le karaté sportif qui nous a permis, parce qu'à l'époque, on compétitionnait. Alors, c'est de commencer à enseigner. Mais tu sais, souvent, les gens t'enseignent comme tu as appris. Mais tu sais, quand tu as commencé les arts martiaux à 13-14 ans, le système, le programme n'était pas tout à fait adapté à ces jeunes-là. Tu sais. Alors, à cette époque, on était pro compétition, puis on voulait gagner, puis on voulait changer le monde. Tu sais, puis mais c'est correct, tu as de la drive à cet âge-là, tu as beaucoup d'énergie. Alors là, c'était de créer un système qui était... parce que notre force, initialement, c'était la rétention. Tu sais, on peut parler de plein de sports, toutes les disciplines, peu importe, là, que ce soit les arts martiaux. On veut que le jeune ou l'adulte reste longtemps, qu'il soit fidèle. On veut le fidéliser. Mais comment on fait pour le fidéliser? On veut donc que son expérience avec nous, qu'elle ne soit pas juste
1 mois, 3 mois. Non, nous, on veut que ce soit un engagement de 10 ans. Alors, s'il faut que ce soit pour 10 ans, mais qu'est-ce qu'on doit le faire? Alors, on a créé un système de ceintures. On a ajouté des ceintures. Aussi simple que d'ajouter quelques ceintures dans les programmes, exemple Ninja et tout. Puis après ça, on a créé des rubans. Des rubans de développement, des rubans d'écoute, puis de technique aussi. Il fallait parfaire la technique. Puis ça, parce qu'on était très impliqués dans les écoles. Bon, bref, très simple. On voulait, vu qu'on étudie en éducation physique, on voulait prendre un programme martial puis l'impliquer dans le domaine scolaire. Pourquoi les arts martiaux? Étais-tu déjà toi-même dans une école? Quand t'es sorti de l'université, t'étais déjà dans une école? Non. Comment c'est arrivé dans ta vie, les arts martiaux? Les arts martiaux, on est des joueurs de hockey. Moi et mon frère Martin, on a joué au hockey. Après ça, on a fait de la boxe, on a fait du judo. Tu sais, le combat, quand t'es une gang de gars, on est 3 frères. Il y a moi, Martin et mon frère Steve. Puis on a toujours été compétitifs. Dans le hockey, on vient de parents ouvriers, travaillants, qui nous ont donné beaucoup d'amour, qui ont passé beaucoup de temps avec nous. Et on n'avait pas beaucoup d'argent. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu joues dans la rue. Les jeux vidéo, à l'époque, n'étaient pas ce qu'on a aujourd'hui. Ouais. Alors, là, il y a une école de karaté qui ouvre au coin de la rue. Dans quel coin? T'es où à ce moment-là? Auteuil-Laval. Okay. Karaté Chorin-Rio. C'est le style. Ouais. Puis sur le bord des Laurentides. Puis là, tu joues-tu encore au hockey à ce moment-là? Oui, t'es d'une ligue ou... On jouait pour Monteuil, à Auteuil. Okay. Puis, t'étais-tu bon? Je te dirais qu'on était bon. Oui, on était très bon. Puis tu sais, on était... c'est incroyable, on jouait tout le temps au hockey. Alors oui, on driblait bien avec la rondelle, on patinait un bon dans rue, en bottine, oui. On pèle ta rue, on tasse la neige, puis on met les... Mon père faisait une patinoire, on allait dans les champs, à Auteuil, Turcot-Turenne, on allait en arrière, il y avait la caisse des jardins, puis on marchait, il y avait les pylônes, puis où il y avait souvent l'eau, elle se ramassait là, puis là, on pelletait, puis on allait jouer là, tu sais. Ça peut être des heures, des heures dehors à jouer au hockey. C'est la même affaire. Moi, je viens d'un petit village en Abitibi, puis il y avait une patinoire de village, puis on s'en allait là qui faisait... Écoute, il faisait -5, -15, -28. On sortait les patins, on se gelait les pieds, sa patinoire. C'est ça que j'allais dire. Se geler les pieds. Ouais. Nous, les jeunes, aujourd'hui, dès qu'il fait froid, tu rentres. Là, il fallait marcher au moins 1 kilomètre y aller. Ouais. En patin, on marchait avec nos patins. Ouais. Parce que dans le bois, c'est pas si grave. C'est pas comme l'asphalte. Ouais. Alors, on marchait, puis on revenait. Puis Mon père, il venait nous mener, puis on mettait les patins dans l'auto. Puis là, il nous débarquait, puis il disait « OK, je reviens dans 3 heures. » Il pouvait faire -20, là. Puis là, on était dans une petite cabane en bois, gelé, ben raide, les pieds tout engourdis. C'est comme... puis ça, on dirait qu'on le voit plus. On voit plus ça aujourd'hui, vraiment, t'as raison. On dirait qu'aussitôt qu'il... comme une genre de... Je pense que les jeunes, ils vivent dans une zone très confortable aujourd'hui, hein? Ça, on pourra en parler longtemps. Ouais, moi, je suis un pro sur le développement des enfants, puis il y a beaucoup de coaching parental, on va en parler tantôt. Oui. Mais si on revient à jouer dans la rue, moi je dis jouer pour de vrai, socialiser pour de vrai, avoir le contact avec les gens. Puis c'est ce qui nous prépare, justement à défier l'intimidation, pour dire non aux mauvaises choses, parce que l'intimidation est présente constamment aussi. Mais c'est pour ça que les jeunes vivent énormément d'anxiété. Il n'y a pas de partage, il n'y a pas de... Alors, on veut vraiment socialiser. Bref. Fait que tu jouais dans la rue, puis à l'aréna, t'étais-tu un bon joueur? Ben oui, on était un bon joueur. Alors, on jouait dans les 2 lettres. Ça, c'est compétitif. Puis on faisait des tournois. Puis je me rappelle, la dernière année qu'on a joué, c'était pour Monteuil, de souvenir, c'était Bantam. On jouait contact. Alors, c'était super le fun. Puis mon frère Martin, on était dans la même équipe. Puis ça faisait déjà 6 mois, 8 mois, peut-être un peu plus que ça, qu'on faisait du karaté. Puis on avait commencé des tournois. Puis à l'époque, je dis à l'époque parce qu'on n'avait pas de casque, on avait des petits gants, on appelait ça les knuckle punch. Et ça, c'était des petits gants. Ouais. Puis on avait des bottines qui protégeaient nos pieds, mais on n'avait pas de on n'avait pas de protège-tibia. Ouais. On avait un protège-dents, on mettait pas toujours la coquille, là, un sport athlétique. Puis là, tu sais, parce qu'on se tapait dessus, tu sais. Les éducatifs combats qu'on a créés, ils n'existaient pas vraiment. Non, puis au hockey, tu pouvais pas faire ça non plus. Alors le hockey, c'est physique. Puis là, tu arrives Bantam, puis en tout cas, je sais pas quelle shape tu avais, là, mais moi, Bantam, ma carrière s'est arrêtée Bantam. Parce que j'étais pas physiquement pas assez gros. Puis il y a vraiment des ados qui se défoulaient là-dessus, mais c'est pas un sport de combat, là, quand même. Là, le hockey, exactement. Là. Il fallait être en forme, on patinait. Tout. Moi, je jouais à l'attaque. Mon frère Martin, il jouait à la défense. Mais, j'étais dans le centre de la patinoire. Là, c'était quand même bien. Puis, il y a mon frère Steve aussi, parce que mon frère Steve est plus jeune, puis lui, Steve, il était plus talentueux. Je sais que mon frère Steve, plus talentueux dans le sport.
dans le temps des voisins de Laval, il avait fait la mascotte de Mario Lemieux. C'était le 1,66e dans son numéro. C'était 1,66e. Ah oui, il a fait ça pendant 2 saisons quand il jouait au Colisée de Laval à l'époque. Puis ben là, le karaté a pris plus de place. Puis dans le karaté, il y a plusieurs types de combats. Il y a le combat de continu qu'on appelle, c'est un peu comme, c'est du kickboxing, mais du light contact. Ça, c'était pour moi, c'était une grande force pour moi. J'aimais beaucoup ça, mon frère Martin aussi. Puis il y avait le combat de poing, là, le point fighting. Là. Dès qu'on touche, l'arbitre arrête, un peu comme qui est plus léger, qui est plus rapide, mais tu sais, il n'y a pas le feeling du combat en soi. Là. Ben, ce qui était très intéressant, puis on voit aujourd'hui l'émergence des arts martiaux qui est ouvert sur le monde. On le voit dans les MMA. Les athlètes font de plus en plus de point fighting parce que avec des petits gants, tu peux pas commencer à encaisser, à recevoir des coups à profusion. Tout le temps, non. Parce que c'est dur sur le corps. C'est dur, puis tu peux pas encaisser. Alors, quand tu travailles à longue portée, à longue distance, parce que dans les arts martiaux, oui, il y a la force brute de frapper sans arrêt, il y a la technique, mais c'est le timing et la distance. Hein. Ces deux aspects-là, timing, distance, dans le combat, c'est super important. Autant, peu importe le sport de combat, c'est très important. Mais dans le point fighting, on exploitait ça beaucoup, d'être très... on appelle ça du scramble. On fait du combat où on est capable de faire des lancers main avant, main arrière, jambe avant, jambe arrière, des spin kicks. Donc, c'était un combat qui était très créatif. Puis, c'était le fun. Puis, quand on combinait avec le combat continu, ben, c'était cool parce qu'on pouvait brawler, on pouvait échanger. Donc ça, pour nous, c'était bien. Oui, puis c'est l'essence du sport, qui est pas ça au hockey où on va se bousculer tout le temps. Là, c'est pas le même sport du tout. Te rappelles-tu la première fois où tu es rentré dans un dojo? Oui, je m'en rappelle. Le feeling que tu as eu. Puis, c'est une petite école, sur un tapis de carpette. Là, c'était pas des tapis coussinés comme nous on a dans nos centres. Il n'y avait pas vraiment de règles. Parce que c'est une expérience en soi, la première fois que tu rentres dans un dojo. Là. Hey, L'odeur. Mais nous, l'école commençait. Hein. On s'entend que ça venait juste d'ouvrir. Alors. Puis Roland, notre instructeur de l'époque, qui enseigne encore, c'est pas souvent bien éclairé. Tu vois du monde qui ont habitué. On dirait qu'il y a une personnalité qui va avec les sports de combat, que ce soit les hommes, les femmes ou les enfants. Puis là, moi, j'ai été très, très intimidé la première fois que je suis rentré dans un dojo. C'était intimidant. Puis, tu sais, de passer, commencer blanc, puis finir ceinture noire, il y a plusieurs étapes à passer. Ouais. Puis je pense que ça, c'est la première étape, parce que là, tu rentres dans le dojo, puis tu dis, wow, attends un peu, là, je mets-tu les pieds à la bonne place, là? C'est un bon point que tu abordes là, Dan, parce que, dans le fond, les gens, quand ils rentrent dans un centre d'entraînement, ben, je dis un centre d'entraînement, mais on peut parler de tous les sports confondus, que tu commences à faire du vélo ou peu importe du ski, ça prend du courage. Alors là, il faut dire, il faut le récompenser, il faut valoriser ce courage-là que ça a pris de mettre un pied devant l'autre puis de dire « Hey, t'es rentré chez nous, merci ». Puis parler de tout sport de combat, que ce soit la lutte, que ce soit la boxe, peu importe, et ça, c'est important de dire tu as le courage de monter dans un ring, tu as le courage de défier quelqu'un, parce que tu peux gagner, tu peux perdre, mais une chose est sûre, tu vas apprendre. Mais il faut que cette expérience-là soit enrichissante. Trop on peut reculer dans le temps, il y en a encore aujourd'hui, puis notre travail, c'était de démystifier ça, de dire, de rendre accessible de la pratique martiale avec des programmes qui sont compétents, des programmes que le parent va nous confier, parce qu'on le dit dans nos programmes, le parent nous confie ce qui est le plus précieux dans sa vie, son enfant. Puis là, on va confier à un parfait inconnu, quelqu'un qui enseigne des arts martiaux, mais il y a un risque à la pratique inhérente du sport, tu le sais, tu peux te faire frapper, mais est-ce que ton programme il est adéquat? Puis quand, je sais que tu vas poser des questions par rapport à ça, mais quand on a créé un système de rétention, il fallait qu'on se réorganise. On en parle actuellement, là, des commotions cérébrales, on parle des blessures physiques. Souvent, quand on commence un sport de combat, tu mets des gants puis tu commences. Mais tu commences. C'est comme de dire à un enfant qui ne sait pas nager, monte la tour du 3 mètres, saute en bas. Ouais. Alors, d'être capable d'organiser un système. Dans le fond, c'est ça qu'on a fait. Ça, ça devait pas être présent, tu dis tantôt, 92? 92. Que tu as mis les pieds la première fois dans un dojo en 92? Non, c'est avant ça, c'était 86. Oui, parce que, OK, fait que de 86 à 92, tu t'entraînes d'un dojo, tu prends de l'expérience à ce moment-là d'un dojo,
tu regardes ce qui se passe autour, ça ne doit pas ressembler à le système d'aujourd'hui dans tes écoles. Ah là. non, C'est pas différent. du tout. Là. Parle-moi un peu du vieux karaté, mettons, là, ou ce que tu as vécu à cette époque-là, ça, comment c'est- c'était organisé. Là. C'est le fun, là, tu sais, l'histoire du karaté. Là. Ouais. Puis à l'époque, on pourrait faire... à l'époque, là, on faisait des tournois pratiquement, Dan, à chaque fin de semaine. Il y a même des fins de semaine qu'on avait un tournoi le samedi-dimanche. Hey. Puis là, on faisait du kata, on faisait du kata d'armes, on faisait même du kata musical. C'était des tournois qu'on appelle open, il y en a encore. C'était le fun parce qu'il y avait tout le même monde, puis encore même de ce même monde-là de l'époque qui sont encore dans les circuits open qu'on appelle. Donc, imagine, dans les sports de combat, il y a plusieurs familles. Donc, il y a le open, il y a du style, comme il y a du karaté, il y a Sekan, du Shotokan, il y a du Gojo Ryo, on peut tous les nommer, là. Il y a du Kyokushinkai, il y a du Kung Fu, il y a du Taekwondo. Alors là, tu arrivais dans un tournoi, et là, tu vibrais, puis là, tu avais le goût, puis là, tu te regardes, puis tu sais. Puis dans Mais c'est plus inter-école, c'est inter-style. Là. C'est là où on rassemble tous les styles ensemble. Puis tu sais, là où il y a compétition, ben, tu vis des défis, tu vis des déceptions, mais aussi des grands élans de satisfaction, parce que quand tu performes bien, tu es fier de toi. Alors là, c'est ça. Bref, le karaté à l'époque, puis des tournois, ben, tu sais, il y avait du contact, là, tu sais, ça se tapait dessus. Ça a été long avant que tu fasses ton premier combat? Ah non, ou, ça a pris 3 mois, là. Puis y a-tu une préparation? Parce que là, tu dis, OK, aujourd'hui, on les prépare au combat, puis là, on s'entend, là, entre faire une compétition, faire un combat, une compétition, puis frapper, ou se faire frapper pour la première fois dans quelqu'un, il y a une marge, là. Mais même non. là... À l'époque, non. À l'époque, puis je dis à l'époque, mais il y a encore des écoles encore que c'est comme oui, ça. c'est comme là. go, là. Je peux le dire, là. Oui. C'est pour ça qu'on dit, ben magasinez. Est-ce que vous confieriez cette personne-là à votre enfant, à cette personne-là? Puis, juste parler rapidement, tu sais, souvent les gens disent, mais on a beaucoup de ceintures noires, actuellement. On parle des programmes ont beaucoup changé, mais souvent les gens disent, mais moi j'ai fait beaucoup de ceintures noires. Je dis, OK, oui, mais ils sont où? Mais là, maintenant, ils font d'autres activités. Oui, mais ils s'entraînent où? Qu'est-ce qu'ils font? Donc, ça aussi, c'est intéressant. Tu sais, si tu as une bonne rétention, tu gardes tes gens, les gens vont perdurer, ils vont rester pendant des années. Fait que quand on revient à la mentalité qui était très rigide, très fermée, au moment où tu as commencé. Oui, mais c'était correct. Puis c'était violent aussi, là. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai vu des combats de karaté où il y avait les coups à la tête, c'était permis, pas de protection sur les mains, je veux dire... On a quand même été bien formés dans le sens où notre organisation de l'époque, c'était les frères André Raymond. André Raymond, c'est lui qui s'occupait du karaté Shorin-ryu de l'époque, karaté des manoirs, qui avait ouvert à Mascouche, écoute, ça fait longtemps. Puis ça, c'est un gars qui a fait du karaté, il a fait du judo. Là, maintenant, il est sur le bord de la retraite, mais c'est un monsieur qui est coloré, là, un monsieur qui est rigide. Puis après ça, ben là, lui, il vient de Titom Watanabe. C'est un monsieur japonais là, qui enseigne à Montréal. Puis un monsieur que je connais pas vraiment, mais que lui, André, avec qui on s'entraînait, mais là, lui, il a apporté des modifications. Ça, c'est intéressant quand même parce que c'était le premier gars qui a imposer le port du casque dans un tournoi. Tu sais, ça a l'air simple à dire ça. Je ne sais pas l'année, c'était le tournoi, le Can-Am, ça s'appelait. C'était un gros tournoi à l'époque. Puis tu sais, tous les vieux de la vieille étaient là. Oui, puis là, tu es critiqué parce que là, tu changes quelque chose de la tradition. Claude Larouche, donc la gang d'Outaouais était là. Il y avait des gens de Dover Martial Arts d'Ontario qui étaient là. Il y avait tous les gens de Montréal qui étaient là. Jean Frenette était là, de la Rive-Sud, de Montréal. Tu sais, Alain Bellil, en tout cas, je peux en nommer plein. Et là, quand il est arrivé, parce que lui, il a pris le contrôle de la WACO qui est une fédération mondiale de kickboxing, qui est très organisée. Puis, en tout cas, bref, lui est arrivé, puis il distribuait, il y avait un magasin d'arts martiaux, mais il s'est dit, pour la sécurité des gens, on va donc obliger le port du casque. Hey, imaginez, les gens ils arrivent au tournoi et ils ne veulent pas faire le tournoi. Ça a l'air simple à dire, mais là, lui, il fournissait les casques. Puis il y en a même qui ont refusé de faire des combats. Mais bref, la majorité, ça s'est bien fait. Mais aujourd'hui, en 2018, tu dis, moi, mes élèves, ils combattraient jamais sans casque. Pour pas juste recevoir un coup. On s'entend que c'est de la mousse. C'est s'ils tombent par terre. Puis c'est une éthique d'entraînement. Au même titre qu'un enfant fait du vélo, il met un casque. Non, puis c'est pas parce qu'ils sont pas assez forts pour absorber un coup. C'est juste que si tu veux continuer à pratiquer ton art longtemps, faut que tu fasses attention à toi aussi là-dedans. Des témoignages, là. On pourrait passer la journée à côté. Tu sais, Dan, tu te fais dire, quelqu'un rentre à une de nos écoles qui dit moi, je peux plus m'entraîner, j'ai trop fait de karaté. Je dis, wow, trop fait de karaté. Ça a été fait comment? Ben, c'est ça, tu sais. C'est comme quelqu'un qui fait du ski, il va faire du ski de boss toute sa vie, il va avoir du mal au genou peut-être, mais il va pouvoir continuer à faire du ski pour carver, pour avoir du fun, tu sais.
c'est vraiment un autre thinking. En tout cas, c'est pas compliqué. C'est de dire, est-ce qu'on a rendu accessible un programme que monsieur et madame, tout le monde peut faire dans un esprit familial qui fait qu'on y trouve tous son compte? Parce que notre but, c'est ça, c'est de continuer à être en santé le plus longtemps possible. Tu sais, souvent, on me dit, hey, tu vas enseigner. Ah oui, les gens, souvent, même, ils pensent qu'on n'enseigne même plus. Moi et mon frère ou mes partenaires. Hey, on enseigne encore. Puis il faut le faire parce que c'est ça qui renouvelle en nous ce petit pétillement-là. Puis moi, on me dit quand est-ce que je vais prendre ma retraite? Jamais. Moi, je vais toujours enseigner jusqu'à la fin de mes jours. Tu as quel âge, Marcelin? Ah, j'ai eu 46 ans, là, en juillet. C'est quand même jeune, pareil. Parler de retraite, mais je suis convaincu que tu n'as même pas l'impression de travailler. Là. Je veux dire, tu es un passionné de ce que tu fais. Tu es un passionné des arts martiaux. Puis probablement que la passion est bien plus large que juste les arts martiaux, là, parce que là, tu formes des gens. Tu es impliqué dans la collectivité. Là. Mais... c'est de s'ouvrir. Puis, tu sais, Dan, les arts martiaux, là, on s'entend, là, t'as le karaté. On s'entend. Mais c'est comme si on avait un éventail de tout ce qui est sport de combat, que ce soit la boxe, la lutte olympique, que ce soit le jiu-jitsu brésilien ou le jiu-jitsu japonais ou le kali ou le maniement du couteau. Dans le fond, si on regarde tous les sports, on va se diversifier. Si on se multiplie dans les différentes sphères martiales, bien, c'est là qu'on devient compétent. Est-ce que je peux être le meilleur dans une sphère? C'est ce que nous, on a souhaité être pendant longtemps, qui est un volet de la compétition. Mais le reste, la réalité qu'on vit aujourd'hui, les gens veulent toucher à plein d'affaires. Alors, si on est capable de dire, bien, nous, nos franchisés, on a des champs d'expertise, on a des spécialistes, que ce soit on a un qui est spécialisé en jiu-jitsu brésilien, on en a un qui se spécialise en maniement du couteau, l'autre c'est du nunchaku. Donc, on a multiplié nos sphères, qui fait qu'ensemble, on est plus fort. Alors, on a dans le Club des maîtres quelqu'un qui, à chaque mois, on a des invités. Alors, exemple, un mois, j'invite Mme Karine Bélanger, elle est 12 fois championne du monde en kata musical ou en kata trad. Elle vient. La semaine passée, j'avais mon partenaire, M. Martin Giroux, qui vient faire du kali ou du couteau. Tu sais, alors... À l'intérieur du groupe, les usagers ou tes clients ou les karatékas sont capables d'expérimenter ou de côtoyer une panoplie d'expertise. Ben, c'est ce qu'on exposé à plein de choses. Là. Ben oui, parce que faut entretenir tu t'entraînes, Dan, je le sais, tu fais du karaté, tu es un gars actif, on le voit, tu es un gars en forme. Puis derrière nous, on a tous nos enfants. On a toute la collectivité qui nous regarde. Qu'est-ce qu'on doit faire pour continuer à rayonner? Qu'est-ce qu'on doit faire pour, on en a parlé rapidement, mais de redonner à la communauté? Qui va faire que nos actions, oui, c'est une entreprise, on ne se le cachera pas. Oui, puis il faut qu'elle soit rentable aussi, parce que si elle n'est pas rentable, tu n'es plus là pour t'es plus là, tout simplement. Là. Il faut qu'il y ait une rentabilité là-dedans aussi. Là. Puis oui, puis de voir que nos franchisés qui... Tu sais, les gens, on ne crie pas ça haut et fort, mais la plupart de nos franchisés ont une formation soit collégiale ou universitaire. On en a qui sont diplômés du HEC. Notre franchisé de Québec, Maxime Samuel. Moi, je l'ai vu grandir. Je le connais depuis 4-5 ans. Puis aujourd'hui, c'est un jeune qui a vécu des défis, là, des défis moteurs, des défis de la concentration. Il s'est fait intimider. Puis aujourd'hui, c'est un homme d'affaires accompli qui ouvre une deuxième succursale au mois d'août en 2019 à Québec. Mais, tu sais, la beauté, c'est d'avoir créé un système que nos franchisés sont capables de gagner leur vie. Que notre franchisé de Repentigny, il fait du surf, il fait du parachute, il fait des voyages. Puis ce gars-là, il inspire le monde. Il m'inspire, il nous inspire nous-mêmes à dire hey, qu'est-ce que je peux faire? C'est rendu un spécialiste du Kali. Alors, tu sais, fait que nos jeunes, ils s'entraînent parallèlement, soit dans la pratique martiale ou un autre sport connexe, puis ils gagnent leur vie en faisant leur passion. Tu as combien de franchisés? Actuellement, on en a 40. Mais il y a plus de dojos, de succursales ou d'écoles que 40, parce qu'il doit y en avoir qui ont plus que... on a 40 succursales. Ouais. On a quelques franchisés qui ont des franchises multiples, soit indépendants, autonomes seuls, ou qui ont des partenaires. Okay. Un exemple. On a, rapidement, là, Saint-Bruno, Samuel, mon fils plus vieux, lui, il a une école à 100%, il est actionnaire à 100%. Il y a 2 partenaires, pour exemple, Candiac. Ils ont un trio, donc c'est un trio. Puis il y a un autre trio qui gère Chambly. Donc, c'est qu'on a créé un des modèles d'affaires que c'est des entités indépendantes. Ils sont sous la bannière du groupe Karaté Sportif, mais eux, ils gèrent les opérations. Ils ont des partenaires différents dans certaines succursales. C'est tous des gens qui ont grandi dans le groupe. C'est ça? Il y en a-tu qui arrivent de l'externe? On l'a déjà fait. On l'a fait. Ça n'a pas été des coups de circuit. C'est des gens qui... Tu sais, quand tu as un pied dedans, un pied dehors, puis
Tu as la culture aussi. Je veux dire, ils grandissent à quelque part avec vos valeurs, grandissent avec la culture, comprennent bien le système, comprennent bien les opérations. Ils ont vu les opérations à quelque part. C'est comme une école, dans le fond. Là. Nous, on dit que c'est une école de vie. Oui. Une école de vie, mais il ne faut surtout pas perdre faut pas perdre la vision du groupe karaté sportif qui est le but, c'est d'influencer le plus de gens dans la communauté. Mais si j'ai 50 élèves, la figure martiale au Québec ou au Canada, ceux qui réussissent le mieux, c'est ceux qui fonctionnent sur une bannière. On ne va pas se le cacher. Parce qu'ils ont un système. Tu sais, on dit toujours, toute seule, tu vas aller plus vite, mais en équipe, tu vas aller plus loin. Puis nous, on prône ça. On s'est fait dire il y a quelques années, en 2002, ça c'est vraiment... On s'est détaché de la compétition. Rapidement, on saute d'un sujet à l'autre, mais un temps, on était très impliqués. On a une équipe qui s'appelle Total Impact, qui existe encore, mais on a réduit nos effectifs. Maintenant, on se concentre sur le développement de la personne. Total Impact, c'est plus de la compétition. Là. C'est plus des équipes de compétition, des équipes de combat. Ben ça, c'est notre équipe élite qui, dans le fond, on a des membres de karaté sportif qui vont faire des championnats du monde un peu partout, des tournois régionaux, puis qui performent. C'est juste qu'à l'époque, sur une école qui avait 150 élèves, on en avait 90 qui faisaient l'équipe de compétition, puis il y en avait 60 qui faisaient pas de tournoi. Puis eux, ils se sentaient comme mal parce qu'on mettait sur un piédestal ceux qui performaient. Là, on peut parler de plein d'affaires. Puis, tu as l'équipe de compétition qui utilise 80%, qui monopolise 80% de ton temps, mais qui ne sont même pas 20% de tes revenus. Puis ça peut être mis dans d'autres business. Dans ma business, c'est un peu le même concept. Puis là, on n'est pas dans le sport pantoute. Là, fait que c'est pareil partout. Tu sais, il faut s'asseoir et être rationnel. Dire, bon, c'est quoi notre mission? Puis là, on parlait tantôt des gens qui ne venaient pas de nous, mais nous, on veut prendre un enfant. Tu sais, combien de fois, puis ça, là, c'est un punchline là, qu'on dit à des parents, là, combien de fois tu vas te défendre dans ta vie, Dan? J'espère jamais. Mais combien de fois tu vas être concentré? Tout le temps. Toujours. Ça, c'est mon speech parce que je me dis, le parent, il rentre chez nous. Là. Ton enfant, là, qui a le meilleur punch au monde, là, tout le monde peut enseigner à faire un kick pour un punch. Tout le monde. Puis après ça, te dire, mais combien de fois tu vas être concentré tout le temps? Fait que nous, on a créé des règles de concentration, des formules à succès. Par exemple, on a un système qui fait que les gens... On a créé une dynamique d'enseignement. Quand on dit l'expérience karaté sportif, là, dans le fond, c'est que le jeune ou l'adulte, il vient vivre un moment. Il vient vivre un moment qui va être exaltant. Il va avoir des frissons. Il va avoir le goût de revenir. Tu peux faire des entraînements d'1h30 puis tu dis « Oh, ce soir, c'était tellement hot. » Mais 2 jours après, tu es tellement raqué que tu te dis « Je vais y retourner. » Alors nous, on a créé un système qui, avec modération, rigueur, constance, sur un programme de 3 jours semaine, on fait des entraînements de 45 minutes. Hey, imagine là. Je ne sais pas en quelle année, là, parce que j'aurais pu t'envoyer la chronologie karaté sportif. Imagine l'année qu'on a décidé parce qu'on je pourrais te dire, toutes les premières qu'on a fait, là, c'est spectaculaire. Puis là, on s'entend, on dérange quand on fait des premières. On se fait critiquer, pas qu'à l'affaire, là, la première, quand on a dit, là, nous, là, on va faire des cours de 30 minutes. Hey, des cours de 30 minutes. Ça n'a pas de bon sens. Voyons donc. Là, le parent, il paye, mais tu vois, mais il n'a-tu assez? Ben, tu dis, qu'est-ce qui est mieux, faire 30 minutes à 100% ou faire 1h30 à 40? Oui, puis faire 30 minutes à tous les jours parce que tu es capable de revenir le lendemain ou faire un cours d'1h30, tu es raqué pendant 4 jours, puis tu n'y retournes pas parce que tu n'as même pas le goût d'y retourner parce que tu sais que ça va faire mal. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Oui, Dan, tu as entièrement raison. Voilà, mais ça, c'est la formation académique. Tu vas à l'université, tu te questionnes, tu regardes d'autres programmes, tu regardes qu'est-ce qui se fait dans le monde. Tu sais, je te vois l'exemple, puis ça a l'air prétentieux, mais je le pense. Tu sais, quand tu dis Guy Laliberté, quand il est arrivé, puis il a créé le Cirque du Soleil. Bon, on s'entend, le Cirque du Soleil, là, à Québec, là, quand il y a eu les rassemblements des voiliers, c'était son premier spectacle. Il n'y avait pas d'animaux dans son cirque. Là. Il a retiré les animaux du cirque, puis il a dit on va faire un spectacle, une histoire, on va créer une expérience théâtrale, cirque. Mais dans le fond, c'est ce qu'on fait. Ça dérange, mais notre système fonctionne parce qu'on a créé des programmes avec des noms très nichés. On a une niche où on dit, OK, puis maintenant, je dis ça de même, là, on a un programme qui s'appelle Super Héros. Les enfants découvrent les pouvoirs parce que tous les enfants tripent ces super héros, là, que ce soit Iron Man, Wonder Woman, peu importe. Mais là, dans le fond, on a les pouvoirs de la ceinture noire. Là, c'est de dire qu'est-ce qu'on a comme pouvoir quand on est ceinture noire. Ben alors, on en a 3, le contrôle, confiance, concentration. Alors là, on va les prendre, puis on va les emmener dans un cours pour bébés. Hey, les enfants ont des capes. Bébé quel âge? 22 à 44 mois. 22 mois. 22 mois, il marche, là. Et puis là, il court. Là, si tu apprends à marcher, on va t'enseigner à faire des kicks. Genre. Ben oui, puis là, le parent entre dans la classe. Il fait équipe avec son enfant. Ouais. Là, l'enfant prend son envol. Là, imagine l'enfant a une cape de couleur. Tu sais, on connaît les couleurs de ceinture. Ouais. Imagine, là, maintenant, aujourd'hui, en 2018, on a des capes.
Puis on s'est inspiré de nos ceintures de ninja. Parce que, tu sais, quand on crée un programme ninja il y a très longtemps, c'était les 3 ans. Imagine, 3 ans. Puis là, tu as des gens qui disent, oh non, nous, on n'accepte pas les enfants. Nous, on commence le karaté à 6 ans ou 8 ans. Bien, la raison, c'est pas parce que... la vraie raison, c'est parce que si tu n'as pas de règles de fonctionnement ou règles d'encadrement, ton programme n'est pas adapté, n'est pas adéquat. C'est comme d'enseigner un enfant en maternelle, l'algèbre, écrire en lettres attachées, ça ne fonctionne pas. Il n'est pas prêt. rendu là. Il n'est pas là. Alors là, on crée des couleurs de ceinture de ninja. Écoute, au début, là, il y en a 2. La mauve et la rouge. Puis là, de fil en aiguille, on dit, non, il n'y a pas assez de ceinture. On y était avec une moitié mauve, moitié blanc, moitié mauve. Puis là, mais il en manque une. On ajoute moitié mauve, moitié rouge. Tu sais, on peut parler longtemps. Puis là, maintenant, depuis 3 ans, on a la ceinture blanche ligne jaune, qui est une ceinture tremplin qui amène au programme apprenti. OK. Fait que t'as ninja. Pas ninja. Ça commence les super-héros. Super-héros, ça fait 3 ans. Écoute, ça fait pas si longtemps. Okay. Puis là, on cherchait, tu sais, l'unité de mesure dans le karaté, c'est les ceintures. Mais non, on se dit, un enfant, à un moment donné, des ceintures. Les capes, c'est une bonne idée. Hey, ça, là, c'est l'idée du siècle. On était avec le comité des grades il y a quelques années. Puis là, on cherchait une façon. Puis on avait un chandail. Puis dois-tu être fier, man? Tu leur remets leur cap, là, ils doivent voler pour de vrai, là. Mais elle vole, là, tu sais, elle tient avec un velcro, là. C'était C'est vrai? Ah ouais? Puis là, l'enfant est blanc. Au début, elle est blanche, comme une ceinture blanche. Mais l'enfant a toujours une ceinture. Parce qu'il gagne des rubans. Oui. Alors, là, blanche, mauve, rouge, noir. Et quand tu as la cape noire, tu t'en vas dans un cours seul. Dans le cours des ninjas, tu deviens autonome. Donc là, tu coupes le cordon, tu fais l'atelier seul dans ta classe. Le parent, lui, devient un spectateur, puis il encourage son enfant à écouter les consignes. Tu sais, c'est pas sorcier. Tu sais, là, en ce moment, c'est sûr que moi, c'est mon domaine. Là, je lis énormément sur tout ce qui est besoins particuliers. On a créé la force spéciale pour aider les besoins particuliers des enfants qui ont des troubles d'envahissement du développement ou des troubles d'hyperactivité ou des syndromes de la Tourette, et peu importe, on peut les nommer. Il y en a beaucoup. Oui. Est-ce qu'il y en a plus qu'avant? Automatiquement, on serait porté d'emblée à dire, oui, il y en a bien plus. En tout cas, une chose est sûre, il y a plus de médication. Ça c'est sûr. Est-ce que c'est la bonne façon de fonctionner? Il y en a qui en ont besoin. On a une psychologue avec qui on travaille, Isabelle Véret, qui est la conjointe de Martin Giroux. Une perle. Elle nous donne... Donc, souvent, on fait le premier draft, on fait des communiqués, puis elle va les articuler, avec des termes scientifiques. Puis, mais bref, on se rend compte que les parents, là, ils se sont dépassés par les événements. C'est simple, Dan. Alors, nous, notre travail, c'est de faire équipe avec le parent. De dire, le 15 ans, on a bâti un programme, 20 ans, sur le développement. Règles de concentration, contrôle de la colère, contrôle de l'intimidation. Tu sais, ça, imagine, tu es dans un cours, là, la première fois, là, je te dis, dans un cours de karaté, tu parles. Tu peux parler dans un cours de karaté. Tu vas réciter la parole que je vais te dire. Puis, sais-tu comment c'est arrivé, ça? Ça, c'est arrivé, là, puis c'est comme les rubans. Puis je le dis parce qu'il y a une école à un moment donné, quelqu'un me voulait me vendre une école. Imagine, quelqu'un me vend une école de karaté. Ouais. Je vais aller rencontrer. Puis il y a des rubans sur la ceinture, je vois ça. Je dis, il y a 2 rubans bleus, comme nous autres. Je dis, oui. Puis des rubans noirs, des tapes. Bleus, des tapes électriques. Je dis, mais hey, ça vient d'où vos rubans? Ça vient d'une école aux États-Unis. Je dis, mais ça sert à quoi? Un, c'est pour l'écoute. Puis l'autre, c'est pour la discipline. Oui, si tu niaises, je vais l'enlever. Je dis, mais nous, ça vient, là. Ça vient du collège Sainte-Marcéline. À l'époque, avec mon partenaire, imagine dans une classe, tu as 50 enfants. Puis tu te cliques assez vite que si tes règles de fonctionnement ne fonctionnent pas, c'est le bordel, là. C'est le bordel. Oui. Alors, on a créé des règles de fonctionnement qui fait que, dont les rubans et tout. Là. Puis aujourd'hui, nos rubans, c'est écrit, tu sais, c'est effort et discipline. Puis maintenant, le branding est là. C'est beau. Puis le parent, au moins, il comprend. Ça a l'air simple, mais quand l'enfant arrivait à la maison avec sa ceinture, il disait, j'ai reçu mes rubans. Puis ça veut dire quoi? Je sais pas. Mais là, c'est écrit. Alors, c'est tangible, le parent le voit. Alors là, il y a longtemps, c'était un programme de rétention pour les enfants. Tu sais, on s'assure que la porte est fermée en arrière. Les enfants rentrent par en avant, mais il ne faut pas qu'ils sortent. Puis, il faut qu'ils restent fidélisés à un programme parce que c'est sur une période, puis tu le sais, si je l'ai pour 3 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans, bien, on va le garder. Et on va avoir un impact dans son développement. Oui. Tu sais, aujourd'hui, dans un club des maîtres, si tu as des ceintures noires, je dis ça souvent, les gens, exemple, comme je parlais de Sainte-Dorothée parce que c'est là que je suis, comme ce soir, exemple, mercredi soir, je te dis ça de même. Dans le club des maîtres pour l'enfant, je vais avoir 25 enfants. C'est toute ceinture noire. Là. Puis je vais avoir 40 adultes. Ça, c'est ceinture noire. Mais ils ont cheminé ces jeunes-là puis ces adultes-là. Oui. Puis ces adultes-là, c'était beaucoup qui étaient enfants, maintenant ils sont rendus adultes. Oui. Mais bref, si je veux avoir un impact positif dans leur cheminement, leur développement, il faut qu'ils restent attachés. Puis à un moment donné, j'étais avec un de mes partenaires, puis
Là, je suis assis, puis je vois mon club des maîtres, enfants, jeune ado. Là, je regarde, je suis là, ancien ninja. Donc, sur 25 enfants, j'en ai au moins 20, 17 à 20. Qui était issu de ton programme Ninja. Là, j'ai dit, OK. Il y a quelque chose là-dedans. Donc, le symbole est simple. Ouais. Ça veut dire qu'eux, à cette étape-là, on a conditionné le parent à l'importance des saines habitudes de vie puis d'imposer des règles. Puis il n'y a pas de mal à ça. Alors, le parent embarque dans le pipeline, puis il va bonifier ses interventions auprès de son enfant. Puis là, ça va fonctionner. Puis, depuis quelques années, c'est du coaching parental qu'on fait. On a une chaîne YouTube. Tu as jeté un œil. Ouais. Puis, dans le fond, c'est ça. On a des feuilles qui permettent d'amener le karaté à la maison. Tu sais, un tableau de développement. Mon frère a conçu ça. C'est une idée qu'il y avait il y a très longtemps. Puis maintenant, on est rendu plus d'une douzaine de tableaux. On a même un tableau de finances. Je dis ça parce que Sébastien, Seb, c'est lui qui a fait le tableau de finances. Oui. Alors, tu sais... Alors, c'est plus large qu'un programme de karaté, là. C'est carrément un programme une école de vie. Puis, quelque part, si tu veux démocratiser, par exemple, le karaté, parce que, il y a beaucoup de traditions là-dedans, puis ça peut être un art qui est plutôt rigide, Mais tu sais, quand t'es puriste, puis j'ai pas de problème avec ça, là, Dan, il faut pas se le cacher, la tradition, on l'a construit, on l'a fait, on la vit... ça fait depuis 92. Si ça ne fonctionnait pas, ça ne fonctionnerait pas. Non, c'est clair. Mais le point que je vais t'amener, c'est de démocratiser quelque chose. Il faut que tu le rendes accessible. Puis si à quelque part, tu veux que les gens y restent, et voilà. Il faut que tu leur donnes quelque chose qui est en fonction de leur méthode à eux autres d'apprendre. Tu peux pas traiter des gens qui sont nés fighters, des gens de compétition qui veulent faire ça de la même manière que tu vas traiter des gens qui veulent le faire parce qu'ils veulent se mettre en forme et qui veulent rentrer ça dans leurs habitudes de vie. Là. Ça se gère pas de la même façon. Tu sais, ça fait quelques minutes qu'on se parle. Ouais. Tu comprends vraiment la ligne directrice, c'est ça. C'est pas compliqué. Je vais au Mont-Tremblant, j'ai 12 000 skieurs sur la montagne, il y en a 10 qui font l'équipe de compétition. Mais les autres, les 11 900 quelques, là, ils peuvent-tu avoir du fun puis rendre l'expérience enrichissante? Oui. Puis si on comprend ça, on met de l'avant des programmes qui sont tangibles, qui sont bons, sont compétents. Oui. Puis le prédisposé, là. Puis moi, je le dis honnêtement... Tu le spots vite, lui, là, habituellement. Là, il est spoté vite, là. Puis, quand parler, là, tu vas voir n'importe quel professionnel du développement des enfants, ils vont tous vous dire, va faire des arts martiaux. Fine, excellent, je vais y aller. Mais là, est-ce que je vais magasiner de la bonne façon? J'espère. Parce que celui qui en a le plus de besoin, celui qui se fait intimider, celui qui n'est pas valorisé, qui n'a pas d'estime de soi et de confiance, c'est lui qui en a besoin. Pas le jeune diplômé d'université ou celui qui fait un diplôme, peu importe, une formation, qui est d'emblée fort, solide, qui a confiance en lui. Puis ce jeune-là a besoin d'être accompagné bien plus dans un cheminement que d'être mis juste dans une école. Oui. Puis là, tu arrives dans l'école. Puis là, tu te dis, les élèves, ça fait 1 an qu'ils sont telle couleur de ceinture. Puis tu regardes le topo de l'école, tu te dis, les élèves sont vraiment bons. Mais celui qui a un syndrome de la tourette, puis qui a le syndrome, qui bégaye, là, celui-là, là, il n'est pas capable de s'identifier, là, il n'est pas capable de livrer la marchandise, d'atteindre les standards. Aujourd'hui, il va décrocher. C'est clair. Mais ce jeune-là, s'il avait persévéré, puis avait été entouré, il avait été encadré, il avait été guidé. Puis d'avoir des succès. Alors, ce que je pense qu'une des clés avec monsieur et madame tout le monde, là, c'est d'exclure les gens de compétition. Ces gens-là, ils doivent vivre des succès constamment. Alors, tu sais, le fait de multiplier probablement les programmes ou multiplier les grades, whatever quoi, ils ont toujours quelque chose sur lequel ils peuvent courir, mais qui sont atteignables à leur niveau, de leur perspective à eux autres, non? Oui. Et je suis dans le champ, là? Non, c'est parfait. Ouais. Tu as entièrement raison. Puis, il faut que le programme, s'il est adapté, l'enfant va cheminer à son rythme. Ouais. Tu sais, il y en a qui vont juste éclore un peu plus dans quelques années. C'est pas parce qu'il n'est pas selon actuellement tes standards, qui sont un peu biaisés peut-être, parce que tu te fies à la norme. Mais ce jeune-là, puis je pourrais parler de certains de nos franchisés qui, à une certaine période, ont eu des difficultés. Puis aujourd'hui, bien, ils ont cheminé. Ils sont diplômés de l'école. Puis aujourd'hui, ce sont des entrepreneurs à succès. Puis eux, en retour, sont capables d'inspirer puis de redonner à la communauté. Mais si ce jeune-là, selon certains standards, avait décroché,
Aujourd'hui, il ne serait plus dans le domaine martial. Il ferait peut-être une autre activité ou tout simplement, il aurait rien. tout lâché. Ben oui. Il serait assis devant Ça une aurait été clou dans le cercueil, peut-être dans son cas, puis tu sais, il abandonne tout, puis tu sais, prend pas grand-chose pour quelqu'un qui a déjà un challenge d'estime, là, de propre estime, là. Une autre défaite de plus, c'est terminé, probablement. Puis c'est probablement juste un petit succès qu'il a besoin pour se redonner la confiance qu'il faut pour se remettre dans le bon chemin. Quelqu'un me dit, Dan, des fois, là, c'est qui votre plus gros compétiteur? Je te pose la question, c'est qui mon plus gros compétiteur? C'est probablement vous autres même. C'est les jeux vidéo. Oui. C'est pas les autres sports, c'est pas que ce soit le soccer, que ce soit les autres. Nous, c'est pas les autres écoles d'arts martiaux. Tout à fait, oui. Le défi qu'on va rencontrer dans les prochaines années, donc il faut être visionnaire. Il faut voir ce que les autres ne voient pas. Tout à fait. Alors, c'est probablement le compétiteur numéro 1 de tous les sports. Ben oui, c'est le compétiteur des couples, c'est le compétiteur de tout. Non, t'as raison. Ouais. Alors, comment est-ce que notre téléphone qui nous suit partout, j'ai la même réalité que tout le monde. Ouais. Je peux recevoir des 50 courriels par jour, des messages textes sur les médias sociaux. Alors, j'ai une période que on a... Puis moi aussi, je me fais coacher, là, que ce soit une coach de vie, que ce soit ma conjointe, parce que ça fait 25 ans qu'on est ensemble. À table, pas de téléphone. Puis il n'est pas dans la pièce. J'ai pas mon téléphone dans la pièce. J'ai pas le droit. Donc, c'est pas facile, parce que j'attends un appel. Non, ça va attendre. T'sais, aujourd'hui, les gens disent « Ah, mais t'es capable de te le permettre. » Ça pose pas de question. Non. On doit choisir nos moments. Ouais. Puis, est-ce qu'on fait des erreurs? Ben, oui. Est-ce qu'on fait des bad calls? Je donne souvent l'exemple, on prend, mettons, 1000 décisions d'une journée, mais c'est sûr que si tu peux en faire 5 qui sont moins bonnes, là, mais, bref, on peut parler longtemps, mais nous, ça revient toujours à la base de construire l'avenir des enfants puis des familles. Parle-moi de ton... on va revenir en 80, je me rappelle plus, là, 89, là, où tu es dans le dojo de quelqu'un d'autre. Tu te rappelles-tu de ta première compétition? La première compétition, non. Tu te rappelles pas? Tu te rappelles pas de ça? Écoute, Dan, on en a fait tellement. Quand je dis aux gens, là, on partait le vendredi, on allait en Ottawa, on faisait un tournoi le samedi, on faisait un tournoi le dimanche, on revenait. Souvent, c'était dans les tempêtes de neige. Après ça, on allait aux États-Unis. Imagine, on allait à Rhode Island, à Boston, le Boston Summer. Tu te rappelles pas, ça n'a pas été un moment marquant pour toi. Tu te rappelles-tu? Première commotion cérébrale, ceinture verte, karaté, c'était le Canan, mais c'est un circuit junior, c'était le circuit junior de la relève. Hey, je viens pour blitzer, faire un blitz avec une main arrière. Le gars en avant de moi me fait un sidekick, là, Yoko Geri. Ouais. Jambe avant, je l'ai reçu en pleine mâchoire. Mon gars, je suis tombé. Ping! Première commotion cérébrale. Je dois avoir 15 ans, peut-être, à peu près. Alors, ouais, là, c'est... Te rappelles-tu du premier moment où tu as frappé dans quelqu'un ou tu as encaissé un coup? Te rappelles-tu de ce moment-là? Moi, je m'en rappelle comme si c'était hier. C'était quelque chose. Moi, ça m'intimidait un dojo. Puis je regardais les gars là-dedans, puis je me disais, wow, c'est tout des durs à cuire. Puis première fois où on a fait un peu du sparring, là, je reçois. Le premier coup que j'ai reçu, ça m'a fait un étrange feeling, mais le premier coup que j'ai donné, c'était comme si je venais de vivre une expérience qui était. C'était spécial. T'es dans un sport où c'est permis, où c'est ça qu'il faut que tu fasses. C'est ça. Ouais. C'est pas comme si tu te battais au hockey, puis là, t'es pas censé faire ça, puis tu vas être puni pour ça. Mais ça a été un feeling pour moi bien le fun. C'était comme... Puis autant des recevoir, je te dirais, là, puis ma mère, il y a du monde autour de moi, puis probablement aussi dans ta famille qui peuvent pas comprendre que tu rentres chez vous avec des jointures en sang ou que, tu sais, tes tibias tout échymosé. Pour moi, c'est dur à expliquer. Comment t'expliques que c'est un sport dans lequel tu es tombé en amour, alors qu'il y avait une notion de douleur ou de danger aussi, parce que là, là quand tu rentres, tu te bats avec quelqu'un, le gars devant toi, il a probablement aussi peur que toi, il est probablement autant sur l'adrénaline, et tu sais qu'il veut faire la même chose que toi, tu veux y faire. Fait que c'est comme une notion vraiment de danger, là. Qu'est-ce qui t'a plu là-dedans? C'est quoi? Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans? Parce que quand on était jeune, l'entourage ne comprend pas tout le temps. Là. C'est que le défi a toujours fait partie de notre vie. Là. Peut-être d'être 3 frères, peut-être parce qu'on était dans une rue où on jouait dehors puis on se tiraillait souvent. Faut pas tu te battais-tu quand tu étais jeune? Tu battu à l'école? Ou Non, à l'école, non. On a toujours eu le respect de l'autorité. Mes parents nous ont bien éduqués de ce côté-là, mais
dans la rue, au hockey, on se tiraillait souvent. Oui, ça, c'est de la compétition. C'est sûr que tu as un esprit compétitif qui est très, très, très fort. C'est l'adrénaline. Il y avait l'équipe de la gang d'Auteuil se prenait contre la gang de Vimont. Puis, Mais as-tu besoin de te défouler? non, on se défoulait dans le sport. On n'avait pas besoin. Moi, je n'étais pas celui qui tapait sur le monde, mais il y en avait de la bataille. Puis là, c'est le monde avec qui on gravitait, autour. Puis on jouait au hockey. Puis là, quand on a continué le karaté, bien, le fait d'avoir une équipe puis du monde avec qui on s'entraînait, quand on arrivait à l'école, on était quand même bien respectés. Puis on n'intimidait pas, mais le sport nous a sauvés. Moi, je dis aux gens, là, les sports et l'éducation. Il ne faut pas se le cacher. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi ça vous a sauvé? Sauvé de quoi? Bien, sauvé du décrochage. Il ne faut pas se le cacher. Avoir des objectifs, fixer des buts, le dépassement de soi. Puis, on a quand même des gens qui, à l'époque, quand on était au secondaire, ont décroché de l'école. Puis, le cégep... Tu parles de toi et tes frères? Moi, mes frères. Ça a été difficile? Vous vous reconnaissiez pas dans le système? Ou... Ben, on avait de nos amis qui fumaient. Nous, on n'a pas voulu fumer parce qu'on était des athlètes. On se disait, tu le sais, hein, quand tu ne prends pas soin de ton corps, ben, quand tu arrives pour combattre, tu ne peux pas fonctionner. Mm-hmm. Hein. Ben, c'est ça. Tu peux manger du junk des fois, puis de la malbouffe, mais tu es capable de quand même performer. Mais bref, puis on faisait la fête. Les fins de semaine, on buvait de l'alcool, puis on avait... Puis à un moment donné, ben, tu te dis, c'est ça. Ça mène où? Ça mène où? Puis c'était comme un cul-de-sac. Puis j'avais un de mes oncles, ben, j'ai encore mon oncle, là, qui lui, c'est le seul de la famille qui a été à l'université. Puis il travaillait dans un bar qui travaillait moi, j'ai travaillé à ce bar-là longtemps. C'est le bar d'étudiants de l'Université de Montréal. Écoute, le clandestin. Ben oui, clandestin. J'ai travaillé des gros parties. C'était Attends un peu, t'étais à l'Université de Montréal? J'ai fait 1 an à Montréal. En quelle année? 91. Moi, j'ai mon bac qui est là. Je suis allé au clandestin boire mes pré-bourses. T'as quel âge, dedans? Moi, j'ai la même âge que toi. Ah, c'est sûr que j'ai travaillé. C'est sûr que t'es venu quand je travaillais. Tu m'as peut-être servi une bière maintenant. Non, j'étais doorman. J'étais doorman? Ben oui, j'étais portier, moi. OK. Puis ça, c'était une belle époque, ça. Parce que oui. Dans le fond, notre oncle, il nous a conditionnés à aller à l'école, l'importance, tu sais. Fait qu'on va au cégep, finir notre décor. Vous a conditionné ou ça a été un modèle dans la famille? Vous l'avez regardé d'un œil différent, vous vous êtes dit, c'est intéressant, comment la direction dans laquelle il s'en va. Parce que l'environnement va forger qui on est. Puis, par contre, des fois, tu te rends compte de certaines choses à l'extérieur de cet environnement-là. C'était pas, il n'y avait pas du monde, c'était pas la majorité des gens dans votre famille qui étaient à l'université. C'était le seul. C'était le seul. C'était quelqu'un de différent, là. Mon père a gradué du secondaire, ma mère aussi, mais ils viennent de Rivière-du-Loup. Ils viennent Mon père a été élevé sur une ferme. Puis là, alors, tout ce qui est travaillé physiquement, mais mes parents, ce sont des ouvriers engagés. Mes parents font l'entretien d'une de nos succursales, ma succursale à Sainte-Dorothée. Puis écoute, c'est impeccable chez nous. Là. Écoute, tu pourrais manger par terre. Là, c'est tellement clean. Ma mère prend ça. Ils nous ont donné ça, ce goût de travailler, là, de ne pas compter ses heures. Parce qu'on ne vient pas. Le côté entrepreneurial dans la culture québécoise, tout le monde le dit. Là. Mais il a fallu que tu le découvres par toi-même. Oh oui. Moi, même chose, je n'ai pas été exposé à ça, mais des bons baby boom, mes parents, puis c'était la même affaire. C'était comme la notion de travail était très, très, très importante, puis c'était des gens travaillant. Ouais. Fait que, mais à quelque part, c'est drôle parce qu'on a un peu le même parcours. Moi, j'ai suivi un oncle puis une tante, en fait, les parents à Claudie, qui étaient les seuls à avoir fait l'université dans la famille. Puis moi, je savais pas ce que je voulais faire dans la vie. J'avais de l'ambition. Je m'étais dit, hey, je vais suivre un peu le parcours de l'oncle puis de la tante. Fait que c'est un peu la même affaire qui s'est passée dans ton cas. Là. Ben oui, t'écoutes le monde, tu regardes, puis tu dis, qu'est-ce que je veux plus tard? Moi, je vais être entrepreneur. Hey, imagine. J'étais avec mon partenaire Carl qui est membre Tu le savais? Ben, oh oui. Eh bien, première entreprise, là. À 17 ans, là, j'ai eu une danse. Ça s'appelle Danse au Max, une petite discothèque pour les 14-17 ans. On louait le centre communautaire à Vimont. C'est vrai, là. On a fait ça pendant un été. À toutes les fins de semaine? Ben, on a fait ça pendant un été. Dans le fond, parce qu'après ça, quand l'école a repris, moi, je rentrais au cégep Montmorency. OK. Puis je voulais faire mon deck en 2 ans. Ça, pour moi, je voulais après ça à l'université. Mais j'ai quand même appris beaucoup. Tu sais, le fait de gérer, organiser un événement. Non, mais tu faisais quoi? Tu faisais il y avait des danses à tous les soirs l'été? Oui, le vendredi. À tous les vendredis. C'était le vendredi ou le samedi? Hey, je m'en rappelle même pas. Danse au Max. Fait que là, Danse au Max, vous aviez créé une entreprise? Oui. Oui, avec notre comptable de l'époque, imagine. C'est toute une histoire, puis c'est une petite enregistrement. Fait que vous occupiez de toute la promo, l'organisation de la soirée, l'accueil.
puis distribuer les flyers, Oui. puis tout le kit. 17 ans. Oui, 17 ans. J'allais avoir 18 ans au mois de juillet. Dans le fond, j'allais avoir 18 ans au mois de juillet. Puis après ça a été la première entreprise, imagine. Puis après ça, moi, Carl, on a parti à sa défense, le cours de prévention d'agression. Ouais. Parce que, tu sais, tu te questionnes, tu te dis, oui, je suis bon en combat, mais est-ce que d'être bon en combat me permet de me défendre? Là, tu te questionnes, tu sais, tu te dis, puis là, tu vas enseigner aux gens, mais tu sais très bien quand une femme paye 100 livres, elle peut pas se défendre contre un gars qui paye 180 à faire des clés de bras, puis parce qu'à l'époque, puis même encore aujourd'hui, l'autodéfense technique, est-ce que c'est vraiment crédible encore aujourd'hui? Nous, on se spécialise dans la simulation d'agression, on reproduit des scénarios, puis on s'est rendu compte que c'est le contact verbal, puis d'établir ses limites, on a créé un système de défense. Ouais. Tu sais. On va montrer ça. Oh, là, oui. Tantôt, j'ai une super vidéo là-dessus. Là. Ah oui, puis dans le fond, en créant ce programme-là, c'était bien cool. Puis là, à un moment donné, on se dit, hey, je dis ça au monde, plein de monde ne sait même pas ça. Là. Moi puis Carl, à l'époque, on a commencé, on a une autre entreprise qui était, et on importait des jouets. Imagine ça. À chaque année, nous, on allait dans un tournoi, puis à un moment donné, on va faire un tournoi à Las Vegas. Hey, je devais avoir 19 ans, la première fois que je vais à Las Vegas. Puis aujourd'hui, je vais pratiquement une fois ou deux par année. Là. Uh-huh. Autant pour les conventions ou peu importe. Mais on est là, puis là, je dis, hey, on va importer. Il y avait des balles kitschit, des balles élastiques, des bungee balls. Tu sais, un élastique que tu mets sur ton poignet, puis tu lances la balle. Là. Non? Ah, t'as pas connu ça? Non. En tout cas, ben, c'est une balle, puis il y a un bracelet. On lance la balle, on l'attrape. C'est un kitschit ball. Ah, ouais, Elle revient. Fait qu'on voit ça dans les kiosques là-bas. Puis là, on rentre en contact avec la compagnie. Et là, on en fait venir au Québec. Hey, on a appris comment importer du matériel. De où? Des États-Unis? Des États-Unis. Okay. Puis là, c'était écrit en anglais, fait qu'il fallait faire des collants, mettre ça, on collait ça en des kitschit balls. Et on était aux Galeries d'Anjou, au Carrefour Laval. Un moment donné, on avait 4 endroits. Puis après ça, on a rentré des yo-yos. Il y a une période où les yo-yos sont revenus très populaires. Les Slinky, t'as importé des Slinky? Pas les Slinky. Yo-yo, les kitschit balls, puis il y avait aussi des Space Gliders, des avions boomerang que tu lançais qui revenaient. Ouais. On a eu des kiosques. Je sais pas si tu as joué avec ça, les espèces de grosses baguettes de ping-pong, là, mais plus grosses, avec une balle qui est attachée avec un élastique dessus. Ça ressemble à ça. Ouais. Fait que bref, de fil en aiguille, on a parti là-dedans, mais... Tu sais, le karaté grossissait, à sa défense grossissait, puis à un moment donné, tu fais des choix, puis j'ai ma femme, hein, puis ma femme, elle avait un garçon. Tu sais, mon plus vieux, dans le fond, c'est le garçon de ma femme. Quand je suis rentré dans sa vie, il avait 2 ans. Mm-hmm. Aujourd'hui, j'ai toujours considéré comme mon fils, bien sûr. Puis c'est un homme d'affaires aguerri, il travaille sur la Rive-Sud. Puis après ça, ben là, en 2000, j'ai eu Nathaël. Ben, tu sais, à un moment donné, tu fais des choix. Puis tu te concentres sur un système qui fonctionne. Puis là, tu te rends compte que tu t'inspires les gens. Puis c'est là que ça marche. Puis quand tu travailles au clandestin, parce que j'ai travaillé là, puis tu mets en application de la négociation. Hey, comment séparer une bataille? Oui. Tu sais, ça a l'air facile à dire ça, mais moi, je mesure 5 pieds et 6, je paye 175 livres. À l'époque, je combattais. Alors, à l'époque, ma catégorie, c'était 155 livres, là, on s'entend. Puis, il fallait négocier. Alors, tu sais, d'être capable... Donc, ça a été très formateur pour nous. Je dis pour nous parce qu'on a toujours travaillé... Vous étiez préparé à vraiment ouvrir des écoles. Là. Il y a eu un chemin avant. Puis tu sais, quand tu regardes, là, puis ça, c'est une question qui nous revient tout le temps. Là, tu sais, l'entrepreneuriat, c'est-tu inné? Ça se développe-tu? Les deux. Moi, je pense que oui. Puis dans un modèle comme le vôtre, où vous avez plusieurs bannières. Puis c'est probablement pas la majorité, c'est probablement la minorité des gens qui opèrent de vos franchises, qui ont une expérience entrepreneuriale avant. Là, ça veut dire ces gens-là, ça leur prend un système, ça leur prend un entourage, ça leur prend un système de support autour pour les aider. Là. J'ai beaucoup de témoignages, puis je trouve ça intéressant. C'est une bonne question. Il y en a, dans le fond, qui avaient une carrière haute, qui ont pris leur retraite, puis qui maintenant ils gèrent. Je pense à Karaté Sportif La Plaine. Je pense à Jean-François Chiasson de Karaté Sportif Lachenay. Il y a plein... Madame Stéphanie Meloche, qui est sur la Rive-Sud, elle est diplômée d'école de police. Elle devrait être policière, mais aujourd'hui, elle ne sera pas policière. Elle a une super entreprise, puis elle a un impact dans la communauté. Mais, dans le fond, oui, ils sont encadrés. Ils ont un cours. Puis, le groupe Karaté Sportif, quand on s'est retiré de la compétition, on s'est concentré sur établir un système d'éducation. On a créé un programme d'assistants instructeurs, d'instructeurs à différents niveaux. On a un programme de formation des directeurs. On a un manuel du franchisé. On a le manuel de formation des instructeurs. Dans le fond, la pédagogie, ça pense comme un enfant. C'est quoi l'anatomie? Tu sais, parce que si les gens veulent nous faire confiance, il faut être compétent. Oui, tout à fait. Alors, donc, le jeune et l'adulte,
Et on a une madame là, qui était à la retraite. Elle a travaillé, elle a rempli des contrats. À la fin, elle a travaillé longtemps pour Desjardins dans le circuit des banques, système bancaire. Puis aujourd'hui, elle est devenue, il y a quelques années, quand on a créé notre fondation, Mme Jacinthe, présidente de la fondation Je suis l'héros de ma vie, dans notre groupe. Puis aujourd'hui, c'est la directrice, elle est propriétaire de la succursale de Anjou. Imagine, elle est à la retraite. Ses 2 filles sont des adultes. Et avec son conjoint, elle a une école de karaté. Elle enseigne. Elle doit avoir 60 élèves là, actuellement. Mais elle a ouvert au mois d'août. Puis, tu sais, elle a un impact dans la communauté. Puis elle est super bonne. Elle enseigne 3 jours semaine. Alors, tu sais, donc eux apprennent. Ils font une formation des directeurs. Une fois par mois, on a un business workshop. Donc, ils viennent avec nous. 2 fois par semaine, on a des trainings, que ce soit le Kali ou le Jiu-Jitsu. Alors, les gens viennent s'entraîner. Donc, les directeurs, instructeurs, à leur gré, ils peuvent venir s'entraîner pour continuer leur formation. Mais il y a une infrastructure qui a été mise en place qui rend possible quelqu'un qui n'a pas vraiment une expérience d'entrepreneuriat de pouvoir, quelque part, devenir propriétaire d'une succursale ou de la gérer, de l'opérer, en fait. Il est capable d'opérer on va le coacher. ce business-là. Là. Non, c'est il va faire le travail, mais il y a quand même... dans le fond, c'est le système. Le système de nos programmes qui fait qu'il y a un upgrade d'abonnement pour chacun des programmes, qui fait que ça fidélise le client, qu'il y a une rétention, puis que les revenus augmentent. Tu veux pas, c'est la multiplication des revenus. Les dépenses demeurent pratiquement les mêmes. Une fois qu'on atteint notre point... notre point rentable, mais tout ce qui est autre, que ce soit un parascolaire, que ce soit peu importe ce qui va être offert comme party pizza. T'sais. On a créé des histoires, je peux raconter des affaires. Dans une fête, là, un party pizza, là tu vas dire, quand j'avais 18-19 ans, on avait la danse au max. C'est pas une danse, mais c'est un party pizza avec une histoire que moi j'ai une équipe là, spectaculaire. Qu'est-ce que tu veux dire, une histoire de quoi? C'est qu'ils vont créer les ninjas. Exemple, la semaine passée, c'était les ninjas d'eau. Alors là, c'est le party pizza. Mais tu sais, un party pizza, là, on a 90 enfants. On a à Sainte-Dorothée, on a 5000 pieds carrés. Puis à Sainte-Rose, c'est les sièges sociaux, on a plus de pieds carrés. Mais dans une fête, là, on a entre 50 et 90 enfants qui viennent passer la soirée. Ils vont manger la pizza, puis ils vont avoir une intrigue, ils vont faire du combat d'épée, ils vont faire un rituel de ninja. Puis là, on arrive au 28 décembre. Imagine, Dan. C'est quoi le but du 28? On démasque les ninjas qui ont combattu toute l'année. Fait qu'on a créé un système, une histoire qui fait que le jeune vient pétiller. Il va sortir de jeux vidéo. Il va sortir de la maison. Non, mais t'as pas le choix, il va avoir le goût. Tu sais, je l'ai dit. Puis, on peut pas gagner contre les jeux vidéo. Tu sais, moi, pour parler le premier, j'ai mon plus vieux qui à l'époque, il jouait à World of Warcraft. Puis, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ben là, OK, fais ton cours de prof. Fais ton stage. Ça prend 2 ans à faire le cours de formation des instructeurs complet pour obtenir ton permis d'enseignement. Ben, il faut que tu t'impliques. Il faut que tu fasses du bénévolat. Il faut que tu ailles dans les graduations. Puis là, tu as un sentiment d'appartenance que tu construis. Puis là, ben, ça fonctionne. Puis tu sais, les nouveaux jeux, là, je le vis avec mon plus jeune, là, juste Fortnite, Minecraft, tout est nommé. Ben, si on est capable de dire, on fait une alliance avec les jeux vidéo. Hein, les parents qui nous entendent, on fait une alliance. On ne peut pas gagner. Ils vont jouer. Ils sont accros. Alors, on dit, tu dois t'entraîner 3 fois semaine. On va faire ton horaire. Comme on doit faire un budget, ben, on va faire ton horaire. Parce que quand on est organisé, on organise son succès. Alors, tu sais, là, ça devient cohérent. Parce que si tu dis, oui, je veux ma ceinture noire, mais je vais le faire comment? Je vais faire comment ma ceinture noire? Tu sais, je veux courir 42 km. Tu es un gars qui s'entraîne. Tu as Seb là, qui fait des Ironman. Tu peux pas demain matin du jour, je vais faire 42 km de course, 100 km de vélo. Tu peux pas, c'est impossible. Alors, tu vas commencer par 1 km, 5 km, puis nous, ben, on va le faire avec toi. Ouais, c'est ça. Fait que vous les accompagnez même dans structurer l'atteinte de leurs objectifs. Là. Ça, c'est quelque chose de vraiment important. Puis, on ne sait pas comment. On sait pas comment s'y prendre. Là. Les gens, ils ne savent pas nécessairement comment s'y prendre. C'est probablement la première expérience qu'ils ont de leur vie de faire soit du sport ou d'essayer d'atteindre certains niveaux. Là. Fait qu'on a besoin d'être accompagné là-dedans. Là. Tu sais, initialement, là, les gens disent « Ah, mais est-ce que vous le saviez que vous allez avoir plusieurs écoles? » On le savait. Mais, tu le savais? On le savait, mais tu ne sais pas comment. Tu ne sais pas comment. Tu le savais parce que c'était un objectif que tu t'es donné? Tu voyais qu'il y avait de la place pour ça? C'est qu'on était capable de former des bons athlètes. On était capable d'inspirer le monde à faire ce qu'on fait. Tu sais... vous aviez ce qu'il fallait pour être capable de monter une affaire importante, là, si c'est clair. On a fait partie longtemps d'un réseau, on les vend encore à Las Vegas, un réseau dans le fond, de coaching des écoles d'arts martiaux, puis pour parler, les gens, c'est comme
c'est comme un tabou de parler d'argent au Québec, tu le sais. Ouais. C'est pas... Puis de gagner sa vie avec la passion, tu sais. Même encore aujourd'hui, bon, il y a quelques semaines, je fais le Capital Conquest, je vais enseigner au Capital Conquest à Ottawa. John Terrien, président de la World Cup Judo, super bien, il dirige le Canadian Black Belt Hall of Fame, tu sais, pour introniser des athlètes, des personnages, des gens qui ont marqué les arts martiaux au Québec, puis au Canada. Mm-hmm. Donc, c'est le fun. Puis quand tes gens viennent te voir et te disent moi, je fais ça par passion. Ben puis un de mes franchisés qui me dit... il y a tout le temps un test avec ça. Il dit toujours... quand tu es obligé de dire... Parce que moi, imagine, OK, au printemps, on est en Grèce. On s'en va en Grèce, on organise, on est 40 du groupe karaté sportif. Moi, je vais enseigner là-bas avec mon frère Martin. On se fait un super beau voyage. On a des directeurs franchisés. Moi, j'ai mon partenaire Christopher de Sainte-Dorothée qui vient. On triple, là, nos femmes viennent. Puis là, tu sais, tu gagnes ta vie, tu fais ce que tu aimes. Puis moi, des gens disent, mais moi, des gens qui viennent du Québec, qui sont là, puis disent, mais moi, je fais ça par passion. Mais si tu savais comment, tu le ferais à temps plein. Oui. Mais tu as besoin de ton travail pour être capable de pallier ça. Ouais, mais nous, les critères, c'est plus rigide. Mais si tu es capable de t'entourer d'une équipe gagnante, tu es capable de garder tes instructeurs que tu vas former parce que tu vas être capable de les rémunérer. Nous, on a créé un système d'instructeurs. Tous mes enseignants, là, quand ils ont le permis d'enseignement, on les engage. C'est sûr qu'il y a une sélection. C'est sûr qu'on va engager les meilleurs moniteurs de Kanjo. C'est sûr qu'on va les encadrer. Mais on va fixer des objectifs avec eux. Mais ils sont rémunérés. Qu'est-ce qui est mieux de dire, oui, j'ai une école, puis les gens viennent m'aider, puis je ne peux pas les payer. Est-ce que ça, c'est mieux? Ou les gens qui me disent, comme c'est arrivé l'année passée, qui me disent, mais tu sais, moi, je charge... tu te fais dire ça, là. Moi, je charge tant d'argent pour l'année, pour 6 mois. De toute façon, les élèves ne t'offrent pas plus que 3 mois. Tu sais, nous, c'est utilisateur payeur. Tu payes, exemple, 100 $ par mois, mais si tu ne peux pas venir 10 jours avant le paiement, tu peux suspendre. Tu vois, c'est un autre thinking qui fait que, oui, c'est plus cher, mais il faut que ce soit plus cher. Si tu viens ici, c'est propre, c'est beau, c'est climatisé, entre autres, mais notre équipe est professionnelle. Mm-hmm. Et notre clientèle qui vient dans nos écoles, ben oui, effectivement, il faut qu'ils investissent. Comme si je veux des résultats, ben, et là, nos clients, bien, on a beaucoup de professionnels de la santé, on a beaucoup de professionnels, des gens qui sont diplômés. Je ne peux pas commencer à faire quelque chose qui pourrait blesser le jeune parce que me disant que c'est comme ça qu'il va s'endurcir. Non, ça, c'est une approche qui pour moi, qui est passée. Si je le prends puis je le chemine, bien, quand il va arriver ceinture noire, notre objectif, là, c'est la conquête de la ceinture noire. Ça, c'est le rêve de tous. Mais une fois que tu es ceinture noire, tu l'as sûrement déjà entendu, on dit souvent, tu commences à faire du karaté quand tu es ceinture noire. Oui. Bien, nous, l'objectif quand tu es ceinture noire, c'est l'excellence de la ceinture noire. Mm-hmm. On a créé un système, on commence cette année, c'est la nouveauté de 2019, un système de ceinture noire junior. Imagine, ça fait 5 ans qu'on travaille là-dessus. Je dis souvent, on a un gros bateau. Quand tu veux changer la direction du bateau, tu as plein de franchisés, il faut que ça se fasse de la bonne façon. Parce qu'on a l'image qu'on dégage, on a la perception des gens qui, autres, puis je parle pas juste du karaté, là, je parle de tous les autres, bien, il faut que ce que l'on fait, ce soit crédible. Puis on s'est rendu compte que oui, on garde des élèves, mais on les garde pas toutes. Comment est-ce qu'on pourrait augmenter notre rétention une fois qu'ils sont ceinture noire? Oui. On a trouvé la façon, une des façons. Je ne peux pas en dire plus parce qu'on le met en application à partir de janvier, mais on a créé un système de leaders. Ça, c'est les gens qui viennent nous aider, c'est les enfants qui sont ceinture noire, puis qui viennent servir de modèle, comme de grands frères, grandes sœurs, devant la classe. Je vais t'amener sur quelque chose d'autre qui a rapport avec ce que tu viens de dire, parce que en fouillant un peu sur votre page Facebook, puis sur votre channel YouTube, je me suis rendu compte que vous êtes très, très, très présent à l'extérieur de l'école. Là. Quand je dis à l'extérieur de l'école, c'est dans les écoles où j'ai vu des affaires dans le cinéma. Puis là, on va montrer une couple de vidéos là, parce que j'ai des affaires super intéressantes que j'ai trouvées. Tantôt, tu disais on ne peut pas se battre contre les tablettes, on ne pourra pas gagner contre les tablettes. Je pense qu'il y a un moyen de gagner contre une tablette, c'est d'exposer des jeunes à plein de choses pour que finalement les jeunes puissent trouver quelque chose qui va les passionner. Parce qu'avec la passion, finalement, le temps que tu passais peut-être sur ta tablette à perdre ton temps à jouer à des jeux, là, tout à coup, tu vas le prendre, tu vas l'investir à... On parlait de ton fils là, tantôt, là, mais tu sais, passer du temps à regarder des courses de karting, passer du temps à regarder d'autres combattants, peut-être en lutte. Alors, tu sais, vous vous impliquez dans la communauté pour aider la communauté, pour exposer aussi votre business à quelque part. Mais ce que vous faites, ce qui est le fun, de mon point de vue à moi, c'est que vous exposez des jeunes
à d'autres choses qu'ils sont habitués de voir. Tu sais, je suis allé sur votre page, là, puis là, j'ai sorti une couple de vidéos, on va arriver là-dessus, là. Mais moi, je pense que la passion, ou d'exposer les jeunes à d'autres choses, qui va mener un jour il va trouver sa passion, c'est un moyen d'y sortir de devant leurs écrans, là, parce que tu as tout à fait raison. Moi, j'ai un problème avec ça à la maison. Je dis, puis comment tu gères ça, puis quel règlement tu mets en place, puis c'est quoi les conséquences, puis là, ça n'a plus de fin à un moment donné. Mais en les exposant à d'autres choses... Puis c'est de s'intéresser à ce que son jeune fait. Tu sais, là, on entre dans un autre sujet, puis c'est un sujet qui me captive. Tu sais. Dans nos feuilles qu'on donne aux enfants, on veut que le parent passe du temps de qualité avec son enfant. Tu sais. Souvent, les mamans à la maison vont faire beaucoup plus d'encadrement, de discipline, mais pas tes souliers là, accroche ton manteau, ramasse ta chambre et tout. Mais c'est de faire équipe avec son enfant et de dire qu'est-ce qu'on fait ensemble. Est-ce que tu viens de dire quelque chose que moi je fais souvent avec ben là, plus Nathaël, Samuel moins à l'époque. Mais aujourd'hui, avec il fait de la lutte olympique, tu le sais, donc on regarde beaucoup de matchs ensemble. Jeff Burrow, un lutteur américain, puis là, il regarde des passes. J'ai appris ci. Guillaume m'a enseigné ça. Victor, Martine. Puis là, il me dit, OK, regarde ce que j'ai fait. Puis là, ça, c'est après ça, lui, avant, il a eu une carrière, c'était du karting. Ouais. Écoute, on cherchait une activité autre que du karaté. Il nous en a parlé. On l'a eu, on l'a invité sur le show ici la semaine passée. Puis ton fils, c'est carrément un passionné, là, je veux dire, de ce qu'il fait. Mais c'est clair qu'il a été exposé à des choses. Il a été exposé à des choses. Encouragé. Oui, encouragé. Il y a eu des modèles à suivre autour de lui. Il a probablement grandi là-dedans, mais en même temps, il a été exposé à des choses. Là, puis oui, il a été encouragé. Je veux dire, tu aurais pu dire à ton fils, là, trouve-toi un sport, s'il te plaît, un peu moins dispendieux, parce que le karting, c'est probablement en haut de la pyramide du coup. On a travaillé fort. Vous avez probablement travaillé fort. Ouais. Mais pour en venir à mon point, ce que vous faites, c'est que vraiment vous exposez un peu ce qui tourne autour des arts martiaux à l'extérieur de l'école. Puis j'ai ici quelque chose que j'aimerais qu'on regarde. Là. Je vais essayer de le mettre à l'écran. Claudie, je ne sais pas s'il va y avoir du son. Notre logo, c'est un triangle. Ça représente le karaté, l'école, la maison. Le karaté, travail, maison. Okay. C'est drôle parce que la semaine passée, je disais justement un article sur les logos. Puis c'est le fun que les gens comprennent. Alors, là, ce qu'on voit ici, là, ça, c'est probablement votre cours de... Ça, c'est le programme à sa défense qu'on présente dans beaucoup d'écoles. Ça, c'est au collège. Excuse-moi, il n'y a pas l'air de vouloir marcher. Là. Okay. Ça, c'est le collège Sainte-Anne-de-la-Chine. Et ça, c'est une école qu'on fait, ça fait 25 ans. Là, ce qu'on voit, là, c'est des espèces de grosses... C'est des agresseurs simulateurs. C'est des... Là, j'imagine que c'est des employés ou des instructeurs qui sont dans les habits, là. Mais là, ils portent des espèces de grosses... Armures. Des armures. Puis là, la tête a l'air d'un... Oui. Il ressemble à des bobbleheads. Puis ça doit être très le fun pour les jeunes de pouvoir être autorisés. À quelque part, ils sont autorisés à aller frapper. Puis là, pour les gens qui ne voient pas l'image, là, on voit des jeunes vraiment frapper sur des instructeurs qui ont des protections d'impartis, parce que là, c'est juste là... C'est pleine puissance. Pleine puissance d'impartis. Et ils le font vraiment, là. Il n'y a pas aucune retenue. Aucune retenue. Et ça, on le fait pour les femmes, on le fait pour les ados, autant filles que gars. Ouais. Et pour les enfants, parce qu'on a un programme pour enfants aussi, c'est la brigade d'espions qu'on a créée. Ça, c'est le spectacle dans les cinémas ou dans les écoles. Je vais le passer après. Celui-là, c'est vraiment captivant. 92, ce programme-là a vu le jour. Bien sûr qu'il a été modelé, il a énormément changé. Parce que, tu sais, tu apprends quand tu enseignes. Parce que, comme tantôt, je disais, est-ce que ça fonctionne, ce que j'apprends? Est-ce que je suis capable de le faire? La réponse, c'est oui. Mais avant d'arriver là au coup, il y a tout un rituel. On a établi un système de défense, on appelle ça les 4 règles de sécurité. Toujours rester éloigné, toujours regarder dans les yeux, toujours bouger et ne pas trop parler. Donc ça, ces filles-là, ils vont le mettre en application. Puis les garçons, bien, on va parler aussi de contrôle de l'intimidation, contrôle de la bagarre, être capable d'établir ses limites, de négocier, puis de créer l'opportunité à la fuite. Là, c'est sûr que là, on voit la simulation qui est cool. Tu sais, c'est un défoulement émotif et physique. Puis c'est le fun pour eux autres de participer à ça. Là. Ah, c'est le fun. C'est le fun, c'est pas juste de la théorie. Là. Oui. Puis tu sais, des fois, on parle souvent d'éducation, moi puis Sébastien, puis des amis autour, puis je pense que c'est un des points sur lesquels les écoles, il manque le bateau, ou le système scolaire manque le bateau, c'est que les jeunes ne sont pas assez dans l'action. Ça, c'est trippant pour eux autres d'apprendre de cette façon-là. Oui, puis tu touches un point, là, puis je pourrais en parler longtemps, Dan, mais on est très impliqué dans le domaine scolaire, tu le sais. Il y a plus de 100 écoles primaires qui offrent notre programme. Ce programme-là? Non. Ce programme-là, il y en a moins que 100, mais on travaille fort actuellement.
avec la brigade d'espions. Dans les écoles secondaires, qui est malheureuse mais triste, là, mais c'est 9 sur 10, c'est des collèges privés. La plupart de tous les collèges privés, que ce soit l'externat, je peux tous les nommer, là, une beauté. Collège Sainte-Marceline de Montréal, c'est le premier collège qui a offert notre programme parascolaire, autant en karaté qu'à sa défense. Mais c'est à sa défense qui nous a fait rentrer en parascolaire. Parce qu'à l'époque, là, le karaté n'était pas offert dans les écoles. Mais à sa défense, c'était notre porte d'entrée. On arrivait là, on faisait le cours de sécurité, après ça, on vendait le karaté. Mais tu vois, à sa défense, actuellement, là, à chaque année, il y a entre 150 et 200 filles qui font le cours à sa défense. Pour réussir l'éducation physique en secondaire 1 à 5, il faut que la fille ait fait les 2 niveaux. C'est ça, fait que c'est un cours qui fait partie de leur programme. Wow. Mais tu sais, tu peux le faire quand tu es un collège privé. L'Académie François Labelle, une école à Montréal, on fait l'atelier dans une journée d'école, imagine. Puis là, souvent, les gens, ils m'envoient des courriels à sadéfense.com, puis ils me disent est-ce qu'on peut le faire Mais ils pensent qu'on est subventionné. Ils pensent vraiment que le ministère de l'Éducation nous subventionne. Écoute, on travaille, là. On a travaillé fort. Mais non, c'est difficile. Alors, tu sais, c'est pour ça que... C'est difficile puis tellement important. Tu sais, je prends le livre, là, j'ai une couple de livres, là, une couple de bouquins là, qu'on m'a prêté, là, qui sont très cool à lire, là. Entre autres, ici, là, tu sais, l'histoire du karaté au Québec. Puis là, ça a été, un matin, ça a été comme... j'ai ouvert ça parce que c'est très tribal, les écoles de karaté, les styles de karaté, les styles d'arts martiaux. Tu sais, c'est toujours... Moi, je fais du kung-fu, c'est mieux que la boxe thaïlandaise. Moi, je fais... Et à l'intérieur du karaté aussi, parce que différents styles. Moi, je suis dans telle école. Et un matin, ça a été un papier test parce que je l'ai ouvert. Puis j'ai dit, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Puis finalement, je suis tombé sur le style. Tous les styles sont là. Puis, de karaté, pas de karaté. Là, je suis tombé sur mon Shihan, je suis tombé sur d'où il vient, ça a été quoi. Fait il y a c'est carrément une genre de bible du karaté au Québec, là, vraiment, vraiment hot. Là. Fait que ce matin, je me suis dit, attends un peu, là, tu sais, Marcelin, c'est pas seulement pour le rayonnement de sa business. Là, ils sont impliqués dans des choses vraiment pour faire rayonner le sport, puis c'est plus loin que les murs de son dojo. C'est très bon. Puis ce livre-là ici qui est Ma sécurité, ma liberté, je suis tombé sur une page ici. Puis je ne l'ai pas tout lu, là. Je vais prendre le temps de le lire, là. Mais il y avait... je suis tombé sur la page, j'ai pas mes minutes, 23, page 23. Les 4 règles de sécurité. Première règle... Là, c'est un livre qui s'adresse aux enfants. En fait, c'est pas un livre qui s'adresse nécessairement aux enfants, je crois. Là, c'est pour toute la famille. Il y a un volet pour enfants. Il y a un volet pour enfants. Puis je pense que là, on est dans le volet pour enfants, enfants et sécurité. Première règle, je dois toujours rester éloigné. Deuxième règle, je dois toujours regarder dans les yeux. Je vais y revenir à celle-là. Troisième règle, je dois toujours bouger. Quatrième règle, je ne dois pas trop parler. Comment t'expliques comme parent, là, la sécurité d'un enfant, c'est difficile. C'est difficile de le faire. Puis, tu sais, avec des règles de base comme ça, là, c'est très, très logique. C'est du gros bon sens. Et récemment, j'ai eu avec mon plus jeune une discussion concernant, tu sais, l'importance de regarder dans les yeux. Pas nécessairement au niveau de la sécurité, là, mais au niveau de connaître les intentions des autres, au niveau de communiquer à l'autre personne sa prestance, ses propres intentions, comment c'est important. Puis il y a des règles, tu sais, il y a des règles, là, parmi ces règles-là, que tu peux transposer dans plein de choses dans la vie. Mais je trouve ça cool qu'il y ait un genre de tu sais, 4 règles. Système de défense. Système de défense pour enfants. C'est vraiment cool que ce soit rédigé de cette façon-là. Là. Dan, honnêtement, là, je trouve ça vraiment captivant. Tu as eu les livres, tu viens d'ouvrir les livres. Que tu aies tombé là-dessus et que tu aies retenu ça, bien, ça fait partie de notre programme. C'est vraiment les bases de notre programme. Mm-hmm. Puis que ça t'a papé puis que tu as vu ça, c'est vraiment important. Parce que dans toutes nos écoles de karaté sportif, on fait les 4 règles de sécurité, mais nous, avec Assez Défense, on est capable de le mettre en application. Tu sais, oui, c'est le fun de le savoir. Mais est-ce que je suis capable de mettre en application dans une vraie situation, que ce soit une simulation d'agression ou une simulation de piège? Et c'est ça, c'est ce qui différencie la variante entre un ado, une femme et un enfant. Donc, avant, parce que 85% des cas d'agression, les filles ou les enfants avaient déjà vu leur agresseur, soit un ami de la famille ou peu importe. Donc, il y a un rituel qui s'est établi. Il y a une discussion. Donc, est-ce que dans la discussion, je suis capable de mettre en application ces 4 règles-là? Et la réponse est oui.
C'est vrai que fondamentalement, initialement, on fait confiance aux gens. Souvent dans les cours à sa défense, on dit toute ta vie, on te dit tu n'as pas le droit de frapper, sois poli, gentil, respecte les règles de bienséance, des bonnes manières. Puis aujourd'hui, je te dis tu as le droit de frapper. Oui, c'est ça. Mais comment qu'on. C'est pas une déprogrammation. Non, c'est de le remettre dans le contexte. Mettre dans le contexte. Parler rapidement. On donne des cours pour les femmes, on fait quelques compagnies annuellement. C'est avec un porte-clés Cubotan qu'on appelle, on fait des simulations avec le porte-clés. Puis dans mon atelier conférence de sa défense, ça dure 1h30, je parle aux filles, puis j'ai des gentilles filles devant moi, puis ils me disent, mettons, « Ah, mais moi, je sais pas, je suis pas sûr, je serais capable de me défendre. » Puis là, je leur dis, « Bien, vous avez une adolescente, vous des enfants? »« Oh oui, j'ai une fille de 13 ans. » Parfait. Comment vous réagiriez si un homme violerait votre fille? « Oh, l'écœurant, là, je le frapperais. » Tu sais, dans le fond, c'est du conditionnement, c'est du coaching. Tu sais, le coach est important. Si tu fais du combat, tu as quelqu'un qui est à l'extérieur, puis qui va dire, on le voit pour les Canadiens de Montréal, qui va coacher, va dire, OK, fais ci, fais ça, entrée de zone, faites attention à ça. Mais le coach, dans le fond, d'un système de défense, va être capable d'articuler le programme, puis de le rendre, de faire que l'athlète ou le participant va répondre aux exigences. C'est pas juste dans le, tu sais, au niveau du sport, au niveau de l'autodéfense en soi, là, tu sais, tu parles d'un coach, là. On donne beaucoup de fierté à ce que nos enfants ils deviennent dans la vie, mais on prend 100% de la responsabilité. Là où je veux en venir, c'est que, je ne sais pas si ça t'arrive toi des fois, mais moi, des fois, je me compare à d'autres parents. Je regarde comment ce papa-là, il se comporte avec ses enfants, puis souvent, on va se taper dessus parce qu'on se dit, tabarnak, j'ai-tu manqué ce bout-là, j'aurais pu être meilleur, puis on prend 100% de la responsabilité, alors que, tu sais, je lis ces 4 règles-là, puis je me dis, c'est rien que le gros bon sens, mais j'ai pas les compétences, j'ai pas l'expérience, j'ai pas la spécialité pour le résumer de cette façon-là. Pourquoi pas, si c'est important pour toi le développement de ton kid, pourquoi pas accepter qu'il y a des experts quelque part, puis expose-les. On dit toujours, Dan, les enfants n'écoutent pas toujours leurs parents, ils écoutent plus leur prof, leur entraîneur, leur instructeur de karaté. Mais la bonne chose, c'est que nous deux, Dan, on a le même discours. Puis ça, c'est important. Puis tu sais, oui, on est responsable, on prend une part du succès de nos enfants parce qu'on dit qu'on a fait une bonne job. Mais quand ils font des mauvais coups, on doit prendre une part à dire... c'est notre responsabilité, là. C'est assumer la responsabilité qu'ils sont devenus comme ça, mais pas non plus, ça ne veut pas dire qu'il faut se culpabiliser pour ce qu'ils sont devenus. Prends action, par exemple. Et voilà. Donc, je peux parler de plein de sujets, mais ce qui me vient en tête rapidement, c'est quand je disais qu'il faut encadrer les parents, puis, tu sais, mettons, l'enfant, là, il va à l'école. Ça a l'air bien simple, là. Le parent, là, il va à la rencontre des parents, chercher le bulletin de son enfant. Hey, il arrive. Hey, Maxime, il a eu des belles notes, beau comportement, il est poli. Maxime, tu fais un super beau travail. Le prof, il va-tu dire aux parents, hey, je regardais le lunch de votre enfant, là, il a 4 groupes alimentaires, il mange vraiment bien, il est capable de rester assis, il bouge pas, il lève la main en classe. Ça, c'est grâce à vous. Mais je vous félicite. C'est grâce à un parent comme vous l'avez encadré. Il ne faut pas se le cacher, là. C'est à la maison que ça commence, puis après ça, c'est dans les activités connexes que l'enfant va se développer. Mais il faut valoriser les efforts du parent. Pourquoi? Puis récompenser le progrès. Tantôt, je parlais rapidement de notre fondation « Je suis l'héros de ma vie ». On offre un programme de parrainage. Tantôt, tu parlais d'implication sociale. Alors, imagine, on réussit à trouver des sous, soit par des donateurs privés, soit par une vente de chocolat, soit par des activités de notre fondation, comme un tournoi de poker, peu importe. On redonne de l'argent à la fondation. La fondation, par elle-même et par les franchisés, vont parrainer des enfants gratuitement. Alors, on a notre force spéciale qu'on a créée, où les enfants qui vivent des besoins particuliers, parce que la réalité dans les écoles, elle est là. Tu sais, l'enfant, lui, qui a un déficit d'attention, ou c'est un migrant, il vient de l'extérieur, il ne parle pas français, il ne parle pas anglais, puis lui, il en a besoin. Parce que lui, il vient d'un pays où la violence était présente, puis qu'il n'est pas capable de parler. Fait que pour s'exprimer, il frappe les autres. Hein? Alors là, nous, on va le parrainer, on va l'encadrer. Puis on se rend compte assez vite, là, Dan, là, que cet enfant-là, ben, il perd son kimono tout le temps. Il n'a jamais sa ceinture. Donc, c'est de l'éducation, oui, mais c'est quand il y a une brèche entre ce qui se passe à l'école et à la maison, c'est là que c'est un défi additionnel. Ben oui. Puis, c'est pour ça qu'il faut continuer à travailler fort pour éduquer. Tu sais, il y a du travail à faire avec le système d'éducation en bébite. Moi, l'année passée,
j'ai rencontré le ministre de l'Éducation, Proulx, à l'époque. C'est chic type, là, il a perdu les élections, mais il n'est plus ministre. Mais ce que je veux dire, c'est il était très motivé. Il y a beaucoup de travail à faire. On le voit avec le défi Pierre Lavoie. Il y a beaucoup de travail qui est fait. José Lavigueur s'implique. En tout cas, nous, c'est ça qu'on essaie de faire. Dans le fond. Oui. Oui, puis il y a beaucoup, il y a beaucoup, puis il y en a encore, on dirait de plus en plus d'initiatives du privé, dans le sens où tu le fais. Nous, on essaie de le faire, on essaie de commencer quelque chose pour être capable d'aider la collectivité. Il y en a de plus en plus, mais il n'y a rien. Il y a tellement de choses à faire. C'est hallucinant, là, je veux dire. Il y a tellement de besoins, là. Notre combat depuis 3 ans, on s'est associé avec la Fondation Cédrica, le programme à sa défense. On a créé un guide. Je t'avais remis aussi un guide qui s'appelle « Le Découvre l'espion en toi », c'est notre spectacle. C'est les 4 règles qui sont dedans, le système est... Mais on a sorti notre spectacle des écoles pour l'amener dans une salle de cinéma, justement pour aller chercher des partenaires. T'sais, je pourrais te dresser une liste, là, Dan, de compagnies, tu capoterais. Tu te dirais, on les a sollicités. Il y en a qu'on était sur le bord de closer. On voulait qu'ils amènent des sous. C'est ça le spectacle. C'est vraiment cool. Écoute, 300 personnes... Là, vous allez carrément dans les cinémas, là. Ça se passe dans des cinémas, là. Cette représentation-là, c'était au Cinéplex à Laval, à côté du Cosmodome. Il y a une ambiance, là, une fébrilité. Les enfants participent. Puis le but de ça, c'est d'aller chercher une compagnie qui dit « Hey, moi, je crois à ce spectacle-là. C'est un spectacle interactif. On a un dessin animé qui s'appelle Mimi. C'est notre cours. » Qui a été fait à l'interne par vous autres? Ou ça, c'est toute une histoire. Ah ouais? Mimi, c'est toute une histoire. Il y a plus de 15 ans, on a contribué avec une compagnie de production qui s'appelle Production Mage. Super sympathique, les gars. Eux ont été capables de ramasser des subventions. Parce que à l'époque, ça coûtait très, très cher, tu sais, les dessins animés. Oui. Alors, ils ont construit une équipe, des ordinateurs et tout. Puis, dans le fond, on a créé, on a rédigé le premier scénario. Après ça, on a engagé une scénariste qui a fait des scénarios pour les enfants. Mais c'est nos 4 règles de sécurité, c'est notre démarche préventive, c'est tout le système de défense pour comment demander de l'aide. On a amené... Écoute, puis on parle de ça, là, ça fait longtemps. Là. Donc, imaginez, il y a 20 ans, là, si je te disais... Il y a 20 ans, on ne parlait pas de l'intimidation. Cette vidéo-là a été faite il y a 20 ans. Ça va faire 20 ans, ça fait 15 ans. Puis vous en servez encore aujourd'hui? C'est-tu le même? C'est le même, ah ouais? Oui, parce que ça coûte bien trop cher, on ne pourrait pas produire un dessin animé. C'est sûr. Nous, maintenant, on est les seuls à l'utiliser, mais à l'époque, il y a 15 ans, il a fallu les policiers l'ont utilisé. Écoutez, c'est le premier... Je ne peux pas dire le premier, là, mais c'est un projet qui a été en collaboration... il a été approuvé par les 3 corps policiers. SQ, Gendarmerie royale du Canada, puis la police de Montréal. Alors, le but de ça, c'était d'outiller les parents. Puis à l'époque, imagine, là, ça devait être distribué partout par Post Canada au Canada, anglais, français. Distribué par Post Canada, tu veux dire en CD ou... À l'époque, c'était des cassettes. Des cassettes? C'était juste des cassettes VHS? Il y avait les cassettes, après ça, il y a eu le DVD. Okay. Maintenant, c'est juste le DVD, mais maintenant, nous, on l'a seulement, nous, on l'utilise. Il y a juste nous qui l'utilisons. Et c'est pour ça qu'on veut utiliser notre spectacle comme tremplin avec la brigade d'espions pour outiller les parents et préparer les enfants. Alors là, on a des idées, on sollicite des entreprises. Puis on veut une compagnie, parce que là, les parents, je te l'ai dit tantôt, ils m'envoient un message, ils veulent qu'on donne le cours. Ils ne veulent pas payer 40$ dans une école, ils trouvent ça trop cher, ils veulent que ce soit gratuit. Mais c'est une initiative privée. C'est une initiative privée. Oui, mais ça a une mission sociale. Oui, tout à fait. Monique, parce que Monique Sauvé, qui est la députée de FAB, avec qui elle s'est impliquée parce qu'elle a essayé et tout, mais c'est difficile. Alors là, on a une reconnaissance à l'Assemblée nationale. Écoute, c'est beau, ça, on reçoit ça, on va contrer l'intimidation, puis tout. Mais là, on cherche une compagnie, puis on est sur le bord, là. On en a 2 actuels. Mettre de l'argent, imagine, on pourrait offrir le programme à 100 écoles gratuitement. Avec une commandite. Donne une commandite de 100 000 $. Oui. Puis tous les enfants reçoivent le cahier pédagogique. On fait ça sous forme d'atelier-conférence de 150 enfants dans le gymnase. Écoute, c'est spectaculaire. Dans le même format que là. Fait que là, ça, c'est dans un cinéma. Là. Ouais, ce qu'on aime avec cette vidéo-là, c'est que tous les parents sont là. Qui aime ça? C'est-tu toi? Ah, là, c'est moi. Ben, on est 3 instructeurs qui peuvent faire le cours aux enfants. Mais quand c'est des cinémas, c'est un trip que je me paye moi-même. Là, mais là, tu le vois, à un moment donné, il y a une partie... les espions avec le lampe de poche circulent, puis là, ils reconnaissent le danger. Puis là, vous faites participer les gens, les parents s'impliquent là-dedans. Puis c'est le fun. Mais ça, c'est une commandite de Desjardins. Tu vois, Desjardins, on trouve des partenaires. Desjardins a commandité cet événement-là. Alors, tu sais, est-ce qu'on veut le faire à grande échelle? La réponse, c'est oui. Est-ce qu'on peut le faire en anglais? Oui. Est-ce qu'on peut l'envoyer partout en Europe? Oui. On est là. Mais il y a du travail.
ça prend beaucoup de temps pour être capable de mettre ça en place. On parlait tantôt là, d'éducation de nos kids. Là. Ce que tu vois de tes garçons aujourd'hui doit en être fier. Oui, je suis fier. Je veux dire, on est tous fiers de nos enfants, là, mais ils sont actifs. Je suis fier parce qu'ils se développent. Mais tu sais, j'ai ma femme. Hein. Tu sais, on est là. Souvent, les gens ils disent moi, je prends beaucoup de place. Il ne faut pas se le cacher. Là, avec mes partenaires. Mais c'est ça, c'est Nancy. Mais ma femme, ça fait 25 ans. Le 25 décembre, j'étais avec elle. Tu sais, puis aujourd'hui, tu vois ça, puis on a eu des difficultés, comme tout le monde. Quand tu construis une entreprise, à l'époque, on s'occupait de la WACO. Puis on n'était jamais à la maison. Quand je te disais tantôt qu'on allait faire des fins de semaine de tournoi, là, elle était là. On était promoteur de la Coupe Total Impact. Et il fallait qu'on fasse la promotion de notre événement, nos événements. On n'était jamais à la maison. Des fois, elle suivait, des fois. Mais Samuel, à l'époque, il était tout jeune. Ça, c'est le plus vieux, il est né en 91. Nathalie, il est né en 2000. Mais elle, il fallait qu'elle s'occupe des enfants. Êtes-vous mariés? On est mariés, c'est pas longtemps. Sérieux? On s'est mariés en 2007. OK. Quelle journée? C'est pas vrai. En 2006, le 7 janvier. 7 janvier? Oui. Ah oui? Puis là, tu sais, les gens, tu t'es marié l'hiver. On s'est mariés, nous autres, l'année passée, le 1er janvier. C'est-tu le fun de se marier l'hiver? Oui. Puis le 1er janvier, moi, j'ai un déficit d'attention. J'oublie plein d'affaires. Le 1er janvier, je peux pas l'oublier. Ah, c'est ça. C'était comme une date stratégique. Mais, tu sais, c'est clair qu'en arrière d'un entrepreneur comme toi, ou pas en arrière, autour, le monde peut être bousculé. Le monde a des difficultés à suivre les idées. Les idées, ils fusent de tout bord, de tout côté. Les femmes qui sont proches de nous, qui sont nos partners, nos premiers partners les plus importants, c'est nos femmes. Si eux autres n'étaient pas là, je veux dire, il n'y aurait pas grand-chose qui se ferait. Là, je veux dire, tu sais, c'est comme... souvent, on me pose la question, c'est quoi le succès? Puis je la repose, la question, c'est quoi le succès? Puis il y a beaucoup d'importance qui est mise dans la société dans laquelle on est aujourd'hui sur le matériel, sur ce qu'on est capable de montrer qu'on possède. Mais souvent, quand tu vas regarder en arrière ou dans les coulisses de ce qui se passe autour de cette personne-là, tu te rends compte que finalement, c'est pas si beau que ça. Il y a du monde qui ont payé le prix autour. Puis oui, il y a un prix à payer, mais il faut que tu essaies quand même de trouver un équilibre dans le fait que tu construis une business. Là, puis je ne sais pas comment ça... C'est sûr qu'on a tous des hauts et des bas, mais en tout cas, moi, personnellement, sans ma femme, c'est impossible aujourd'hui que je puisse avoir ce hobby-là de parler à du monde. As-tu tout le temps été présente et... C'est un beau parcours. Elle avait sa carrière. Elle était représentante interne pour une compagnie de producteurs de papier, une distributeur de papier. Puis le groupe grossissait, mais je travaillais beaucoup. Puis à un moment donné, elle était fatiguée parce qu'elle prenait en charge beaucoup sur ses épaules. Puis à un moment donné, elle a dit, je vais arrêter. Puis tu sais, tu te réorganises, puis tu dis, OK, arrête ton travail, puisque on a toujours... C'est peut-être la même situation que toi. On a toujours vécu selon mon horaire. Ben oui, tout à fait. Le soir. Fait que j'ai dit, là, on va se voir plus. Alors là, on réorganise notre vie. Et là, elle s'est impliquée. Puis là, maintenant, tu vois, elle travaille avec moi à Seine-Dorothée. Elle gère, dans le fond, elle s'occupe de l'équipe de service client, avec ma directrice de service client. Mais elle amène une stabilité. Elle amène, c'est ma confidente. On fait beaucoup de voyages ensemble. Parce que, en vieillissant, oui, on a les mêmes affinités, mais aussi, on a nos propres activités indépendantes. Ouais. Mais on se retrouve ensemble. L'année passée, on a passé 8 jours en Islande. On est venu en Grèce. Elle est restée une semaine de plus. Fait que, comme le ciment un peu, hein, qui tient tout en place. C'est souvent les gens qui sont dans l'ombre. Elle est meilleure que moi. Là. Moi, je le dis, là, elle, là, pour les enfants, là, c'est incroyable. Elle a une rigueur, elle a un jugement pas plus vrai, mais moi, c'est un peu biaisé. Souvent... toi, t'es le motivateur, t'es le gars de vision, t'es celui qui voit dans le futur, t'es celui qui rassemble le monde, mais souvent, pour faire ça, il faut que quelque part, on est des bons vendeurs d'idées, on va se vendre à nous autres mêmes des bonnes idées pour rester motivés, pour trouver cette énergie-là que ça nous prend. Ah oui. Fait que des fois, on est un peu déconnecté des vraies affaires. Là. On est dégroundé. Là.
Ah, Puis, on dirait qu'avec les années, je l'écoute de plus en plus. Ouais. Il y a eu un temps où, initialement, dans notre début de notre relation, j'étais pas souvent à la maison, puis c'est une femme de caractère, là, puis ça prend ça. Moi, je le dis souvent, si elle m'avait laissé faire tout ce que je voulais, à l'époque, je retrouve, j'ai 21 ans, j'ai un enfant de 2 ans. Alors là, t'as 21 ans, tu es à l'université, je travaille au clandestin. Jeudi soir, samedi soir. Belle place, il y a plein de beaux mondes là-dedans. Ben oui, puis là, il faut que je revienne à la maison, parce que j'ai commencé à rester en appartement 6 mois après notre relation, quand on a commencé. Tu veux savoir si ça fonctionne ou pas. Mais c'était une fille que je connaissais du secondaire. Ben, ça a l'air fou à dire. Hein? Elle était une année plus vieille que moi. À Horizon Jeunesse, elle est en secondaire 4, puis moi, je suis en secondaire 3. Puis là, c'est Nancy Lebrun, la fille sur qui je tripais, tu sais. Puis elle a même fréquenté mon frère Martin. Non, pour de vrai. C'est un jeu, mais tu sais, c'est une amourette de jeunesse. Non. Attends un peu. Parce que Martin, ça s'est passé comment quand t'as annoncé à ton frère que là, t'avais un œil sur son ex, non, mais ils se sont fréquentés comme un mois, même pas, genre 2 semaines, là, après un party. Okay. Mais ce que je veux dire, c'est que Nancy Lebrun, c'était pour nous... quelque chose. C'était quelque chose. Puis à un moment donné, je l'ai recroisé dans l'autobus. Moi, j'allais à l'université première année, je pense. Je l'ai croisé dans l'autobus. Elle allait à la garderie chercher Samuel. Et puis là, j'étais Carl. J'étais hey, Carl. Elle, je vais la revoir. On passe à l'action. Hey, tu sais pas quoi, je vais te dire ça. Pas grand monde sait ça, là. Elle vient d'une gageure. Attends un peu, là, tu es en train de me dire maintenant quelque chose que pas grand monde qui sait. Là. Ah oui, je le dis, là. Elle vient d'une gageure. Tu sais qu'il y a du monde qui va le savoir après ça. Mais c'est juste drôle parce qu'on arrive, les gens près de nous, ils savent. Ouais. C'était avec Carl, j'avais dit, avant la fin de l'année, je vais la rencontrer, puis je vais la closer. Ben, je vais la closer. Oh, la closer. Hey. Il vend une bonne idée. Puis un autre de mes amis, Jean-François Pelmins, il me dit le 25 décembre. Et puis l'année, on arrivait à la fin de l'année, là. Puis là, j'avais dit, OK, il dit, viens, on va sortir le 25, on va aller au Fuzzy, le Fuzzy de Laval. Oui. Fait que là, je dis, ah non, je veux pas y aller. Il dit, oui, viens. Il m'a comme serré un peu. Là, je suis allé, puis je tombe, je suis en train de parler avec une fille. Puis après, je tombe face à face avec Nancy. Elle était là. Puis, tu sais, pas de téléphone cellulaire, là. Fait que là, il fallait qu'elle me donne son numéro. J'ai retenu son numéro, là. Puis le lendemain, je l'ai appelé. J'ai fait à croire que j'allais voir. J'avais des billets pour aller voir les Ice Capades. Tu les avais même pas achetés, Je les avais pas achetés. Le lendemain matin, je me mets sur le dossier, achète les billets, première rangée. Ouais. Mais tu sais, à quelque part, ils ont des rôles qui sont un peu, ingrats, si on peut dire ça, dans le sens où, le spot est mis sur l'entrepreneur, puis tu donnes des conférences, puis, c'est un peu le spot est mis sur toi. Ça prend vraiment des femmes fortes pour être capable de voir plus loin que... c'est un jeu d'équipe, dans le fond, là. Il faut vraiment qu'il y ait quelque part que cette vision-là, parce que ça peut devenir difficile quand tu bâtis une business, d'avoir... Les critiques. Les critiques, là, Dan, aujourd'hui, je les prends mieux, je te dirais. On en a moins, malgré qu'on en a des fois, mais il y a un temps, là, tu auras des critiques, des gens qui sont pas d'accord avec ce qu'on fait, ou... Ton mari jamais là, est tout à partie. Non, des critiques de gens de l'extérieur. Oui, non, c'est ça, je veux dire, c'est ça. Sur ce que nous, on accomplit. Parce qu'elle le voyait, comment on s'impliquait dans la communauté, sur la prévention de l'agression. Ouais. Tu fais une émission à un moment donné, puis tu te fais dire ça marche pas ton cours de 3 heures, tu peux pas enseigner quelqu'un à se défendre. Tu dis, ben non, c'est pas ça qu'on fait. Là. On établit les bases sur un système de défense. Mais tu as toujours elle qui t'encourage, puis qu'elle apprend ça personnel, puis des fois, elle dit, moi, je dirais ci, je dirais ça. Je dis, non, on va juste tempérer. Fait qu'ensemble, on est capable de trouver une solution. Souvent, c'est moi qui étais trop hyper, puis ou des fois, j'étais trop passif, puis elle, c'est le contraire des fois, puis on réussit à trouver une façon de... Tu trouves ton temps pour écrire... attends un petit peu, c'est ça que t'écris. Ça, c'est ton livre de pensée, hein, c'est ça? Oui, c'est Vérité des petites aux grandes. Comment tu trouves le temps d'écrire tout ça? Il y en a combien là-dedans? Parce que c'est un recueil de... c'est des pensées, c'est des... comment on dit des quotes en français? C'est des... c'est super simple. Tu sais, Dan, tu voyages. Quand tu voyages, autant seul, avec ta conjointe ou avec les enfants, de par où est-ce que tu es? De par l'histoire, la culture, de par comment tu es mentalement dans ce lieu-là, dans le moment, on appelle, tu sais, ici et maintenant. Tu es ici et maintenant, c'est qu'est-ce que tu fais. Alors, autant dans les événements de kickboxing ou des voyages, mais surtout, puis
Puis depuis quelques années, vu qu'on est détaché maintenant, on ne fait que le développement personnel. Parce que, tu sais, on fait des mauvais choix des fois. On a tout fait des niaiseries. On a tout fait... tu te dis, est-ce que ça, c'est bon? Est-ce que ça, c'est pas correct? Est-ce que ça, c'est correct? Mais depuis que je fais beaucoup de voyages de ski ou je vais à l'extérieur, c'est incroyable comment ça pop. Tu sais... Non, mais c'est stimulant, là. Je veux dire, t'es groundé total. T'es là. T'es groundé. Puis autant dans le côté entrepreneur que le côté personnel. Oui, c'est ça. Tu sais, mettons, tu sais, en Islande, là, je le dis, sur Facebook, j'ai mis quelques photos. Quand là, t'es là, puis tu regardes les couleurs, comment ça détonne, comment... Puis là, tu te dis, je peux pas croire que ça existe. Ou tu t'en vas sur le Mont Blanc, tu t'en vas à Chamonix, puis t'es au top of the world. Mm-hmm. Tu regardes ça, les Alpes, c'est incroyable. Puis là, t'es émotif. Des fois, t'es assis. Puis écoute, un moment incroyable, mon fils, premier championnat canadien en lutte, on s'en va à Calgary. C'était à Calgary, puis je n'étais elle. Je te jure, on se gâte. On descend à Sunshine Village, on s'en va à Banff, parce que moi, c'est ce que j'ai organisé mon voyage. Oui. Il avait jamais vu, quand t'as jamais vu des grandes montagnes. Non, c'est ça. Puis on est assis, un à côté de l'autre. Là, tu vis des choses. Ouais. On devient émotif, on devient sensible. Ouais. Je le comprends, les artistes. Les artistes qui écrivent des chansons, autant dans la colère, dans la joie, dans le bonheur, peu importe. C'est là qu'on trouve des mots-clés. Oui, puis on devient créatif. Puis je pense que si... Puis c'est un talent ou c'est un don, là, entre autres des artistes, là, d'être capable d'écrire toujours, de peindre ou créer de la musique. À quelque part, c'est des gens qui sont hyper sensibles, mais c'est difficile pour nous autres, en tout cas, du monde plus normal, mettons, là, qui vit d'une réalité, métro, boulot, dodo, de garder cette sensibilité-là. On l'a quand on sort. Toi, ce que tu as fait, c'est quand tu sors, puis tu as une idée, boum, ou une pensée, ou quoi que ce soit, tu l'écris. En fait, tu la partages à d'autres, là. C'est un peu l'idée de ça, là. Tu la partages à d'autres. Puis, excuse, j'étais curieux de voir combien il y en a là-dedans. Je le sais pas. Tu les as pas comptés? Là, ils sont en ordre alphabétique, mais... Tu les as jamais comptés? Tu sais pas combien il y en a là-dedans? Puis là, tu continues à écrire, j'imagine? J'en ai. Je pourrais écrire 2 livres encore. Est-ce que tu te rappelles-tu, si je t'en lis une couple, là? Oui. Tu te rappelles-tu de où ils ont été écrits? Les ordres. Oui, parce que moi, il y en a une couple que j'ai sortie. Je suis curieux de voir ce que tu vas me dire par rapport à ce que tu as écrit, OK? Alors, là, il y en a une ici qui dit « Celui qui détient la vérité du bonheur et celui qui aime avant tout la vie et la sienne. Cette dernière lui suffit tout simplement et il l'a pris et il l'apprécie ainsi. » Ça, c'est au championnat du Waco en Ukraine en 2005. Te rappelles-tu de où tu étais? Puis, quand tu fais un événement... puis tu as des athlètes qui compétitionnent, tu as souvent du temps libre. Mais moi, j'avais des rencontres avec, exemple, moi, je m'occupais des cathos musicaux, exemple. Donc, je peux pas dire exactement, mais est-ce que j'aurais collé l'Ukraine? Pense pas. Parce que, tu sais, on est tous à la recherche du bonheur, mais c'est quand tu mets des mots-clés ensemble, tu apprécies ta vie, mais elle te suffit. Simplement. Ça, c'est... En fait, ça résume beaucoup. En tout cas. On parle beaucoup, là, des discussions un peu philosophiques avec Seb sur les possessions matérielles, puis comment on attache une importance aux biens matériels, puis comment cette course-là pour aller chercher plus d'argent, pour se procurer plus de biens, finalement, en tout cas, moi, je me suis rendu compte à un moment donné dans ma vie que ça remplit pas vraiment le vide. Ça remplit pas, puis tu y as goûté. Puis tu y as goûté en plus. Moi, j'y ai goûté. Dans le sens où, tu sais, qu'est-ce qui me rend heureux? Puis quand tu as 20 ans, là, puis tu vois des belles marques. OK, j'aime ça m'habiller. J'aime quand même avoir une maison confortable, pour pas se le cacher. Mais est-ce que j'ai eu des belles voitures, mais j'ai tout vendu aujourd'hui. La raison, c'est que maintenant, je veux... Oui, j'ai une belle maison et tout, mais est-ce que ça me suffit? La réponse, c'est oui. Puis, c'est un drôle d'adon. Ça a l'air bien simple. Hein? Mon fils, il reste en appartement, OK, à Montréal, près du cégep Vanier, où il s'entraîne, où il étudie, puis tout. Puis, il reste d'un 3,5. Ça a l'air bien simple. Hein? Écoute, j'aime ça aller à son appartement. Je dis à ma femme, j'adore son appartement. Je me sens bien chez eux. Il y a comme un sentiment de liberté de se détacher de ces affaires-là. Moi, j'avais, tu sais, t'achètes un... Moi, je suis né d'une famille, relativement, pas pauvre, mais, classe moyenne inférieure, puis,
quand j'étais jeune, j'étais ado, j'arrivais à l'école secondaire, les plus riches de l'école arrivaient dans des belles autos, ramassaient les filles, partaient avec les filles, puis moi dans ma tête, plein de moments comme ça qui ont associé, OK, si tu as du cash, c'est vraiment ça le succès et la réussite. Puis là, tu vas à l'université, une bonne job, premier véhicule, là tu te rends compte, OK, j'ai un char pas pire, mais OK, c'est pas ça qui va me rendre heureux finalement, ça prend l'autre char, puis l'autre char, puis l'autre char. Puis tu sais, même affaire pour moi, là, tu sais, le jour où je me suis rendu compte, non, c'est pas ça, c'est finalement, as-tu vraiment besoin de ça? Puis le fait de ne pas l'avoir, ouais, ça amène un autre sentiment, c'est comme... le fait de me promener en Jeep, je te donne un exemple bien concret, là, le fait de me promener dans un Jeep, okay, là, on ne parle pas d'un char c'était à 200 000, là, okay? Je pense plus à la route, je pense plus tomber d'un trou puis scraper mes roues de 19 pouces sur ma Audi, tu comprends-tu? Parce que là, blablabla, c'est tellement libérateur de te détacher du matériel, puis ça te force à revenir aux affaires qui sont les plus importantes, tes relations avec les autres. Ça va rester toujours. Puis les gens qui sont importants autour de nous autres. Ça, c'est ce que ça m'a... En tout cas, un matin, elle m'a flashé dans la face. J'en ai une couple d'autres, là. Je sais pas si tu as encore un peu de temps. Là. Tu me disais qu'on avait... on est quasiment à la fin, là. Peut-être un petit peu. Je vais t'en sortir une couple d'autres sites, là. Faites attention à ce que vous obtenez instantanément. Souvent, il ne vous appartient que pour un bref moment. Oui, c'est vrai. Ce qu'on va obtenir rapidement. Il faut s'y attacher, mais il faut le voir comme un souvenir. Parce que s'il quitte, si on ne l'a plus, mais est-ce qu'on va en être malheureux? La réponse, c'est non. Puis, moi, autant que j'ai eu une super belle voiture, que je m'en suis libéré, puis je m'en ennuie pas, puis c'est la vérité. Quand je m'ennuie, là, qu'on a fait cet été, je vais en louer une. Je m'en vais faire du karting. Oui, je prends un shifter ou je prends un paddle shift, puis je m'en vais faire du karting pendant 1h30, puis mon trip passe. Là. Puis j'ai du plaisir à faire ça. Mais maintenant, est-ce que je fais des petits dons? Je m'implique socialement. Là, on ramasse des vêtements pour les sans-abri. Je trouve ça cool. Puis, tu sais, au-delà de dire de donner juste de l'argent, c'est que je veux voir la réaction des gens. Oui. Puis là, mes enfants vont venir avec moi, on va aller, je veux qu'ils voient. Ouais. C'est quoi la réalité, tu sais? Ouais. Puis c'est pas juste des gens qui ont tout perdu physiquement, mais il y a aussi, tu le sais, des gens qui vivent des dépressions. Puis est-ce qu'on est tous sujets à ça? Tu sais, mon père avait fait une dépression. Alors, tu te dis, est-ce que moi, je peux faire ça? Qu'est-ce que je dois faire pour pas que ça m'arrive? Puis, tu sais, de redonner, puis d'apprécier le bonheur, puis de savourer ce qu'on a. C'est ce qui est le plus important. Tu es d'accord avec le fait que ce que tu obtiens un peu facilement, parce que l'instantanément, ça peut être aussi facilement, c'est quelque chose qui va être super éphémère. Puis ça, je pense, c'est un peu la philosophie des arts martiaux. Travaille fort, développe-toi, va au bout de toi-même, tu vas te développer, puis c'est quelque chose qui va rester à jamais. Moi, je l'ai lu comme ça. C'est... il y a des choses que tu vas peut-être obtenir, là. Le matériel, c'est un peu de même aussi, là. Tu peux l'obtenir instantanément, mais ça veut dire quoi, finalement? Cette réflexion-là, c'est souvent ça. Le matériel, c'est ce qui nous vient tout de suite en tête. Puis pas juste ça, la semaine passée, je t'ai invité à un super spectacle. Rock Voisine. Ça a l'air bien simple, là, rapidement de même. T'as-tu eu du fun? T'as-tu bon? Ben oui, je l'ai vu quelques fois en spectacle. Moi, ses enfants ont fait... Son garçon, le plus vieux, plus jeune, il a fait du karaté, justement. Mais bref, juste pour dire qu'il racontait ça. Lui, avec Hélène, c'était un succès instantané. Ben oui. Mais là... Étais-tu prête à ce succès-là? Puis il en a parlé, puis il disait, tu sais... là, il fallait se retrousser les manches, puis produire d'autres chansons. Puis c'est quoi le succès? Comment le gérer quand tu l'as jamais eu? Oui. Puis d'entretenir ça, il en a vécu des épreuves. Puis ça me renvoie, nous, à notre vie. Est-ce que nous, notre vie, on en a eu des épreuves? La réponse, c'est oui. Et les gens disent, ça a l'air facile ce que vous avez construit, mais ils ne voient pas. Puis tu sais, il y a tellement d'images que tu vois en ligne de l'iceberg, puis les gens ne voient pas le travail qui est tout fait en arrière. Mais quand tu passes par ça, comme toi ici, ton studio, tu sais, toi, c'est une super idée, la radio web, mais tu sais, de créer ça, autant d'investissement de temps, d'argent, mais tu sais, ton temps, tu le calcules pas. On jase depuis tantôt. On regarde pas l'heure, là. Non. Mais pour être capable d'arriver à ça, il faut que tu ailles cheminer personnellement, intérieurement. Il faut que tu sois détaché, justement, de certains aspects de ta vie, que ce soit le matériel, que ce soit le temps, parce que c'est ça qui te fait vibrer. Aujourd'hui, tu es capable de te le permettre. Mais si les gens comprennent ça jeunes,
C'est incroyable. Et notre travail dans le groupe, ben, c'est ça. C'est de dire, voici ce qui est vrai, voici ce qu'on doit faire. Oh oui, j'aime la croisière, j'aime le vin, je bois du bon vin. Nous, on est plus foodie, j'aime bien manger. Mais est-ce qu'on est capable d'avoir un équilibre et de trouver cet équilibre-là? Ben, il faut se questionner. Puis c'est pour ça que je reviens à ma femme. Ma femme est bonne là-dedans. Je t'en sors une dernière, OK? C'est lorsque je me prends en main que je transforme mon avenir. Qu'attendez-vous? Et elle m'a vraiment frappé d'en face un matin parce que ça, pour moi, là, mon interprétation, là, c'est une phrase de responsabilisation. Je trouve qu'on est beaucoup dans un monde, parce que le monde dans lequel on va prôner la gratification instantanée, le succès rapide. C'est comme si le succès, à quelque part, c'était le fruit du hasard, c'était la chance. Puis vient avec ça, tout l'esprit, je suis une victime, c'est arrivé à mon voisin, ça ne m'arrivera pas à moi. Puis on va comme rentrer dans la tête du monde que ils peuvent pas, à quelque part, réaliser ce qu'ils veulent faire dans la vie. Là, puis moi, j'ai beaucoup ce talk-là avec les enfants. C'est responsabilise-toi. Ce qui t'arrive, c'est à cause de toi. Que ce soit positif ou négatif. Tout le temps de quoi sortir de là. Tout le temps de quoi sortir de là. Mais on peut carrément faire ce qu'on veut de notre vie. Tu recules, il y a de ça 30 ans, là. Marcelin, t'aurais-tu imaginé ta vie comme elle est aujourd'hui? Peut-être que déjà dans ta tête, tu l'entrevoyais, peut-être. Même que, parce que il faut que tu sois, faut que tu apprécies ce que tu as. Ça, c'est règle numéro 1. Est-ce que mes objectifs, même que je te dirais, Dan, que c'est encore plus que ça. Cette liberté, parce qu'on s'imagine une certaine liberté, une certaine quiétude d'esprit, qu'on veut obtenir à tel âge ou tel objectif, peu importe. Mais de fil en aiguille, on essaie en tant qu'entrepreneur, en tant que personne qui fixe des objectifs, qu'est-ce qu'on fait, Dan? Tu le fais. Tu rehausses tes standards constamment. Quand tu es habitué à performer, tu rehausses tes standards. Puis à un moment donné, tu dois te dire, après un recul, tu te dis, c'est-tu acceptable? Et tu dois dire oui. Tu dois dire, j'ai besoin de mon dimanche, j'ai besoin d'aller faire du vélo, j'ai besoin de mettre les gants, faire pied sur un sac, j'ai besoin de faire du temps pour moi, pour ma famille. Mm-hmm. Parce que, donc, tu sais, oui, tu veux toujours repousser tes limites. Est-ce que nous, on le savait qu'on allait avoir autant d'école? La réponse, c'est oui. Puis, tu sais, en cours de route, les objectifs, moi, personnels, versus ma famille et mes partenaires d'affaires, ça change. Et c'est pour ça qu'on doit toujours rester dans la même track. Tu sais. Des fois, il y en a qui vont sillonner un peu plus, mais si on est capable de rester connecté, puis moi, j'ai toujours dit, c'était la force de notre groupe, d'être les 4 ensemble, est-ce qu'on est toujours unanimement on a les mêmes choix? La réponse est non. Puis c'est ce qui va faire que nos personnalités vont être une addition, ils vont bonifier notre formule. Puis tu sais, moi j'amène, moi je suis très philosophe parce que j'écris, mais mon frère Martin, c'est spectaculaire. Dans les discours, dans le groupe, les gens, quand Martin parle, il prend la parole parce qu'il fait un retour sur la graduation, mais c'est tellement profond. Martin, mon frère, est allé un mois vas-tu le dire, là, en Inde, pour aller se grounder, se ressourcer. La philosophie nous a pas mal allumé les deux, mais lui, je te dirais qu'il est encore plus, il est vraiment plus spirituel. Mais je pense qu'il faut l'être. Mais... Tu t'es probablement fait, je pense que tu en as parlé tantôt, là, vous êtes probablement fait dire, ou vous faites dire encore, vous avez été chanceux, puis c'est arrivé, comme si c'était arrivé par le fruit du hasard, là, mais ce que vous avez bâti aujourd'hui, ce que vous avez aujourd'hui, ça s'est pas fait. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. À quelque part, c'est vous autres qui l'avez décidé. Vous avez pris la responsabilité de vos idées de grandeur, puis vous les avez mis en action, puis vous avez accepté, à quelque part, le deal que ça allait se produire sur plusieurs années. Là, ça fait quoi? Ça fait quoi? 28 ans aujourd'hui. Puis là, tu viens de me dire que tu pensais que ça allait être encore plus gros que ça l'est aujourd'hui. Fait que ça implique à quelque part que vous allez continuer encore dans les prochaines années. Oui, parce qu'on a fixé des objectifs sur les 5, 10, 15 prochaines années. Où est-ce qu'on va être? On va avoir des écoles où? On veut continuer à avoir une croissance, mais on veut quand même un standard de qualité avec une belle image parce que ça nous représente. T'sais. Puis, mais une chose est sûre, où est-ce qu'on s'en va? Il va y avoir beaucoup de gens avec nous. T'sais. Puis, c'est ce qui. Puis tu parlais de critiques. Je te dirais qu'il y en a moins. Je te dirais que
les gens comprennent de plus en plus. Tu sais, à un moment donné, quand tu puis c'est pas une question de trophée, tu sais, c'est pas une question de je veux une médaille, tu le fais, puis nos actions parlent. Oui. Oui, puis la critique fait partie du processus où, sais-tu quoi, c'est plate, mais il va falloir que tu te battes contre ça. Ça fait partie du deal. Oh oui. Ça fait partie du deal. Passe à travers. Marcelin, écoute, j'aurais pu jaser avec toi. Il y a plein de choses qu'on n'a pas touchées, que j'aurais aimé qu'on touche. On pourra peut-être se revoir, se recéduler quelque chose d'autre un moment donné. Là. Il y a des affaires qui se passent pour ton gars aussi, qui ton plus jeune, qui se passent au niveau de la lutte. Là. On pourra peut-être éventuellement faire une entrevue à 3. Ça a été super le fun de t'avoir en studio aujourd'hui. Là. Ça fait quasiment 2 heures qu'on est ensemble, on est connectés. Merci de ta générosité. Ben, merci de ton temps, puis c'est cool. Je trouve ça vraiment bien, ton setup, ça prend du guts, tu as du courage. Félicitations pour ce projet-là, puis je vous encourage. Hein? Ben, on va se revoir bientôt, Marcelin. Yes. Thanks. Merci. Thanks. Okay, now, from the beginning.